J'ai tout vécu dans le trading. Les gros gains, les grosses pertes. On a un pays pour moi qui est communiste. En fait, faut être courageux pour rester. Les gens ils me disaient mais tu vas où là? Mais toi tu vas où toi? J'ai acheté un immeuble qui coûtait le prix d'un studio. Très peu risqué, très grosse rentabilité. Il avait 20 ans d'expérience, il était choqué. Le problème va partir de là les gars. Vous sécurisez et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Le trading que tu nous décris avec un stop et un TP ne fonctionne pas. Alors attention, Je peux plus. vu que c'est une femme, elle va déformer la réalité. Je déteste cette phrase, je vais t'insulter gros. Allez, salut à tous, en tout cas Clémence, bonjour à toi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, en tout cas la première vidéo qu'on fait ensemble. Dans un premier temps, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Fabien de la Trading Academy. Ça fait 7 ans qu'aujourd'hui la Trading Academy est ouverte, donc c'est moi qui tous les matins, tous les jours vous propose du contenu autour des marchés financiers pour vous vulgariser au maximum ce qui se passe sur les marchés. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast exceptionnel avec Clémence. Donc raconte-nous Clémence, présente-toi parce que on a commencé à se parler il y a quelques mois, il me semble. Ouais, tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, là tu es en Thaïlande, tu as rejoint un petit peu le camp des traders thaïlandais, des investisseurs thaïlandais. Raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis on lance tout ça. Allez, ça marche. Déjà, merci Fab de m'inviter sur ce podcast. Je pense que c'est un podcast qui va être très hilarant et très dramatique parce qu'on va vous raconter la petite histoire. J'ai pas encore payé, donc je sais pas si je t'ai invité. On va vous raconter la petite histoire. Mais donc en gros, moi je m'appelle Clémence, je suis investisseuse et j'ai aussi un parcours dans l'entrepreneuriat qui a fait ces montagnes russes dont on va parler un petit peu. Donc je suis investisseuse en immobilier et en crypto-monnaie. Je fais également du trading depuis 2 ans. Ce n'est pas mon activité professionnelle aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Et disons que moi je suis plutôt investisseuse dans les cryptos, je ne trade pas du tout les indices boursiers. Le problème va partir de là les gars. Voilà. Et du coup, je n'investis pas non plus en bourse. En fait, moi, je pars du principe que dans mon portefeuille d'investissement, j'ai l'immobilier qui est le côté stable et le patrimoine de bon père de famille. Et en fait, il y a la partie crypto où je suis un peu dégène. Et moi, de m'orienter et de me spécialiser sur ces 2 piliers, en fait, ça fait que mon portefeuille d'investissement d'une manière globale est assez équilibré. Donc, j'ai pas besoin de diversifier plus avec de la bourse. D'accord. Donc, en gros, pour expliquer un petit peu moi comment j'ai commencé. Donc, j'ai commencé par l'immobilier. Ça a été au moment de la crise Covid, tu vois. Donc tu as commencé par l'immobilier. Donc toi aujourd'hui, si tu devais être un peu, j'ai envie de dire direct avec les personnes qui nous regardent, combien t'as d'appart, ça se passe comment? C'est ça que les gens veulent savoir. Tu vois, c'est ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais juste un appart ou t'as 15 apparts. Non, bien sûr. Je vais expliquer mon parcours. Donc moi, en fait, j'ai toujours voulu investir en immobilier. Donc j'ai vécu en France. Là, je viens de m'expatrier donc en Thaïlande. C'est pour ça que là, on se rejoint parce qu'on est expatriés au même endroit. Mais moi, j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier très jeune. D'accord. Sauf que je n'y connaissais absolument rien. Et en fait, un peu comme tous les petits soldats matrixés du système français, la réussite, c'est avoir une belle maison, son appart, sa résidence principale, sans forcément penser tout de suite au mindset de l'investissement, chose que je n'avais pas. Oui, c'était juste quelque chose pour toi, pour te sécuriser d'abord dans un premier temps et rester dans le moule un peu. En fait, moi, si tu veux, j'ai un parcours où, de base, j'étais comptable dans un syndic de copropriété. Okay. Donc, je voulais acheter ma résidence principale, donc un appartement pour moi. À la base, c'est pas du tout comme ça que finalement l'histoire se termine, mais à la base je voulais acheter un appartement pour moi parce que je trouvais ça stupide de rembourser un loyer à la place d'une mensualité de crédit. En fait, moi j'étais dans le 77 à l'époque, donc c'était déjà en Ile-de-France, le prix de l'immobilier il est très élevé, donc en fait quand tu compares le prix de l'immobilier, ce que tu payes en termes de loyer et tes mensualités de crédit, souvent tes mensualités... Ouais. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pour moi, en tout cas dans ma tête, à ce moment-là, je me dis il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est clair que si tu as de l'argent disponible, vaut mieux l'investir sur l'immobilier plutôt que payer un loyer. Et c'est encore une fois une croyance limitante sur laquelle on ne va pas du tout être d'accord parce que je n'avais pas du tout d'argent. Donc, oui, mais ça, tu vois, c'est j'ai envie de dire le bonheur, en tout cas des dernières années en France où la plupart des gens ont pu investir notamment dans des appartements sans vraiment avoir d'argent. En fait, de toute façon, alors moi, on va en parler parce que je pense qu'on va parler aussi de l'expatriation dans ce podcast.
il y a plein de choses que je vais critiquer en France. On en parlera. On pourra faire des comparaisons. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec ces critiques, les gars. Parce qu'évidemment, moi, je vais pas trop me mouiller. Si, je vais me mouiller quand même. On pourra comparer France et Thaïlande et du coup, je vous ferai une comparaison. Mais par contre, pour moi, le gros point fort de la France, c'est qu'on peut utiliser assez facilement le levier bancaire pour investir en immobilier. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, tu me demandais aujourd'hui combien j'ai d'appart. Moi, j'ai acheté 2 immeubles et un appart. Incroyable. Donc en tout, j'ai un peu plus de 10 lots, je crois, 10, 11 des fois, enfin je me rappelle plus exactement, mais oui, je crois que c'est ça, 10. Okay. Et en fait, pour moi... C'est des immeubles, des gros ? Alors c'est pas des gros immeubles, en fait mon premier immeuble, il a 3 apparts et un garage. Mon deuxième immeuble, il a 4 apparts et un garage. Et après, en fait, moi de base, je m'étais dit, ok, bon là, c'est cool, j'ai les immeubles, etc. J'avais investi dans des quartiers qui étaient moyens, c'était pas des quartiers de fou, tu vois, donc le prix de l'immobilier était assez correct, mais du coup j'ai des très bonnes rentabilités sur les immeubles. Et en fait, voilà, je me suis dit, bon là, la France, j'en peux plus, faut que je me casse, mais j'avais encore ma capacité d'endettement où j'avais la possibilité de lever encore de la dette, tu vois. Et t'avais quel âge quand t'as genre acheté ton premier immeuble ? 28. Oh, les gars. Donc assez tard. C'est un exemple, c'est tard. Alors regardez là, celle-là, 28 ans, j'ai acheté mon premier immeuble, les gars, c'est un peu tard. En fait, alors pour la majorité des gens, 28 c'est tard, mais en fait moi je compare avec la majorité des gens n'achètent pas d'immeuble, Clémence. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en fait moi je le compare parce que aujourd'hui j'ai un bon réseau, un gros réseau d'investisseurs, que ce soit en immobilier, en crypto, d'entrepreneurs, etc. Et franchement, je suis très contente de ça. Mais en fait, indirectement, sans vouloir me comparer, c'est pas une course. Moi je suis très contente de ce que j'ai et ça me satisfait pleinement. Je sais qu'il y a vraiment des gens qui, bien plus tôt, même à 18 ans, 20 ans, 21 ans, qui font des trucs de fou. C'est des grands génies, tu vois. Maintenant, moi, je suis pas dans la comparaison d'être la meilleure sur le marché. Je suis très satisfaite de ce que j'ai aujourd'hui. Mais du coup, effectivement, donc j'ai acheté mes 2 immeubles. Et après, j'avais encore de la capacité d'endettement. Et je me suis dit, donc j'ai investi dans le sud de la France. J'étais tellement bien dans le sud, malgré toutes les difficultés ou toutes les erreurs du système que je ne supporte plus, j'étais quand même très bien dans le sud de la France. Genre quoi ? Dans les erreurs du système ? Ouais. Bah t'inquiète, on va en parler. Okay. elle est très organisée, les gars. T'inquiète pas. Et du coup, effectivement, je me suis dit, allez, je vais prendre un appartement un peu plus haut de gamme que je vais retaper, qui sera en fait mon pied-à-terre quand je rentrerai en France pour voir mes amis, ma famille, et aussi parce que du coup j'ai un chien et je voulais un extérieur, chose que je n'avais pas sur mes immeubles. Donc du coup j'ai réinvesti sur un appartement un peu plus haut de gamme. Au standing, ouais. Et du coup en fait ça a fini d'utiliser ma capacité d'endettement et je m'étais dit, après cet appartement-là, je me casse, et c'est ce qui s'est passé. Et donc je suis arrivée ici. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux plus emprunter ? Aujourd'hui, je pourrais encore emprunter en France, mais il faudrait que tu revendes Non, même pas. En fait, même sans revendre, c'est qu'en fait, après, ça, c'est des montages qu'il faut que tu fasses. Donc là, tu ouvres des sociétés, ça va être sous forme de SCI, par exemple, tu vois, que tu peux faire. Le souci, c'est que moi, en créant une société en France, je ne peux plus m'expatrier fiscalement de France, puisque du coup, on va estimer que mon centre économique, c'est la France. Et donc, du coup, je serai imposé sur l'ensemble de mes revenus. Donc, même si je viens vivre en Thaïlande, que je monte un business, que j'investis en crypto, que je fais des plus-values en crypto, et si je garde des sociétés en France, du coup, la majorité, je serai imposable sur tous mes revenus en France. Donc, du coup, pour moi, il était hors de question d'ouvrir une société. Et donc, du coup, j'ai levé de la dette en nom propre. Donc, aujourd'hui, je n'ai rien en société, c'est tout à mon nom à moi, seul. Je tiens à préciser parce que, on sait que les femmes qui investissent et tout, on pourrait se dire, elle a un conjoint ou quelqu'un qui l'a aidé. Je trouve que le business, l'investissement, et c'est un peu une légende urbaine qui existe, c'est un milieu d'hommes. C'est tout ce que tu vas dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va souvent se considérer et souvent te dénigrer par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est une meuf, elle comprend rien. En fait, oui, il y a de ça. Mais indirectement, même, tu vois, ces gens-là, je leur en veux pas. Parce que déjà, ils ont des neurones en moins. Oui. non, mais en dehors de ça, en vrai de vrai, tu vois, moi, je me rendais pas compte, mais en termes même de notre culture occidentale, tu sais que, par exemple, notre grand-mère, à l'époque, elles n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire à leur nom. Parce qu'en fait, ça est arrivé très tard. Je crois que c'est dans les années 60, où en fait, les femmes ont pu indirectement créer leur propre compte bancaire sans l'accord de leur mari. Mais si leur mari n'était pas d'accord, ou même sans leur mari, même si leur mari le voulait, je crois qu'elles ne pouvaient pas, tu vois. Donc déjà,
ne serait-ce qu'en termes de gestion financière, dans les mœurs des gens. C'est nouveau. En fait, tu vois, c'est nouveau qu'une femme puisse accéder à l'investissement. Voilà, déjà, mais culturellement parlant, tu vois, en termes de gestion financière, c'est déjà dans notre culture, l'argent géré par les femmes, ce n'est pas fait pour elles. D'accord. C'est tout récent, finalement, dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, de voir des femmes qui entreprennent, et après, forcément, je pense que ça touche aussi, parce que les hommes, vous avez beaucoup d'ego, je pense que ça touche beaucoup l'ego de certains hommes qui aimeraient faire potentiellement ce que je fais, sauf que ils ont leurs craintes, ils ont leurs peurs, et du coup, ils se mettent eux-mêmes leurs propres excuses et des barrières, et de se dire que une femme peut-être un peu plus jeune qu'eux, ou avec un peu moins d'expérience qu'eux, et oser le faire et réussi, sans vouloir me jeter forcément des fleurs, mais franchement, ça va, j'ai réussi de belles opérations. Je vais pas... je suis OK là-dessus, tu vois. Et du coup, forcément, oui, ça pique leur ego, et donc forcément, ça crée des réactions chez eux. Donc en fait, je ne leur en veux pas. Je pense juste que les gars, vous pouvez critiquer autant que vous voulez. Maintenant, si vous voulez essayer de faire la même chose que moi, le mieux, c'est de venir me voir en DM et de me dire, OK, meuf, moi, ça m'intéresse de faire ça. Comment je peux m'y prendre aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup peut-être de gens qui vont nous écouter et dire, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Non, au bout d'un moment, les gars, elle a eu quand même, j'ai envie de dire, les gros-nesses d'investir très rapidement dans sa vie. Moi, je vais pas vous mentir, en immobilier, j'ai pas grand-chose, elle me met à l'amende. Et pourtant, je suis un investisseur aussi. Après, pas sur la même onde, mais voilà, moi, je trouve qu'il faut toujours respecter les gens qui prennent des risques. Parce qu'en majorité, les gens ne prennent pas de risques. En majorité, les gens vont critiquer, les gens vont commenter, les gens vont beaucoup parlementer. Mais en réalité, quand on voit dans les faits, la plupart ou la majorité des gens vont juger sans avoir d'expérience, ou sans comprendre, ou sans connaître, ou sans avoir même essayé une fois d'investir, que ce soit en immobilier ou autrement, tu vois. Mais donc, après, ça, je leur en veux pas non plus, parce que en fait, le système fait qu'on ne nous apprend pas à le faire, tu vois. Moi, aujourd'hui, et c'est mais pour le cerveau peut te faire aussi, à un moment donné, sortir du... En fait, je suis d'accord. Et en fait, il y a deux types de profils. Mais je pense que déjà, l'investissement et l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le mindset qui n'ont pas les épaules pour. Qu'est-ce qui, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir, selon toi, les 2-3 éléments les plus importants pour avoir le mindset ? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas acquérir avec le temps ? Les deux. Je pense qu'il y a les deux. En fait, je pense qu'il faut une force de caractère parce que faut une force de caractère parce qu'il y a des difficultés. Plus qu'une force de caractère, encore plus pour une femme, j'ai envie de dire à l'heure actuelle, une femme aujourd'hui, quand elle commence avec beaucoup plus de barrières qu'un homme. On va pas se mentir. Dans la société actuelle, je suis pas d'accord. Tu trouves pas ? Non. Franchement, je ne vois pas. Même ne serait-ce que les clichés. Tu vois parce que je suis sûr qu'il y a certaines femmes qui investissent pas parce que vu qu'il y a tout le monde qui dit que les femmes elles savent pas investir, que tu sais. Ouais, mais après ça c'est toi. Est-ce que l'avis des gens a de l'impact sur toi ou pas, tu vois. Mais honnêtement, aller chercher une bonne affaire en immobilier ou même en trading, tu vois. Genre même en trading, même en crypto, parce qu'on va pas parler que de l'immobilier, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, les gars. Mais même en termes d'investissement immobilier, d'acheter du bitcoin, que tu sois un mec ou une meuf. Ça change pas grand-chose. Non, il n'y a pas de différence de difficulté, je trouve, entre les deux, tu vois. Et au même titre, en immobilier, je trouve que c'est pareil. Et dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu différent. En fait, pour moi, je vois les hommes et les femmes. Si tu veux, les femmes, on va être plus, on va dire, organisées. Donc, on va plus être calculé, réfléchi sur ce qu'on fait. Sauf que parfois, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des décisions. Et des risques. Faut prendre des risques, faut aller vite. Et en fait, on est peut-être plus, peut-être que les hommes, vous êtes peut-être un peu plus dans le lâcher prise, de vous dire, vous êtes dans la proactivité, et du coup, vous allez avoir tout de suite des résultats un peu plus rapides que nous. Or, nous, on va être plus dans, et encore une fois, c'est une généralité, mais il y a des hommes qui vont être plus dans le côté femme que j'explique, et des femmes, voilà. Ce qui est certain, c'est que, moi je pense que, encore plus que tu as raison dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a cette notion de risque qui est importante à prendre à un moment donné. Et c'est vrai que les hommes et les femmes sont différents dans, j'ai envie de dire, l'approche ou dans la manière de réagir ou de la manière de manager les choses. Mais non, moi je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, je pense que les femmes sont des meilleures tradeuses que les hommes. Grâce à ça. Les gars, non mais les gars, vous avez vu, alors écoutez-moi bien. Et j'ai rien dit du tout.
J'ai rien dit du tout. Je lui ai juste dit, on reparle un peu du sujet parce qu'on vient de faire une petite blague. Non mais je vais t'expliquer pourquoi. Et la meuf, elle commence à m'attaquer, à me dire, je pense que les femmes sont meilleures que les hommes. Non, j'ai pas dit. Est-ce que moi, à un moment donné, j'ai fait ça, les gars? Non, mais dites-nous en commentaire si vous pensez qu'elle abuse un peu. Non, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Donc en fait, je t'ai dit dans l'entrepreneuriat, les hommes vont être plus proactifs. C'est le moment où je me sers mon verre d'eau, les gars. Voilà, sers-toi ton verre d'eau. Je t'ai dit, les hommes vont être plus proactifs dans l'entrepreneuriat, donc vont être à même à prendre des risques plus rapidement et à prendre peut-être des décisions plus rapidement. Donc je pense qu'un homme dans l'entrepreneuriat va avoir des résultats peut-être plus vite que certaines femmes, sans faire de généralité, parce qu'il y a des femmes qui vont être aussi dans cette énergie-là. Par contre, dans le trading, je pense que la discipline et le fait d'être carré sur son plan, ça prime sur la réussite de ton portefeuille et ta rentabilité, tu vois. Si tu veux être rentable en trading. Donc toi, tu penses qu'il y a une manière différente de trader entre un homme et une femme? Oui. D'accord. Enfin, c'est pas une manière différente parce qu'on va avoir plus ou moins tous pas les mêmes stratégies, mais on va avoir nos différentes analyses, les différents indicateurs qui vont être les mêmes plus ou moins pour tout le monde en fonction des appétences de ce que les gens préfèrent, tu vois. Mais oui, moi je pense que d'une manière générale, les femmes vont être plus carrées, c'est-à-dire qu'elles vont être moins dans le revenge trading, et même s'il y en a quand même, elles vont être moins dans le revenge trading et elles vont être plus... Enfin, elle va être moins aussi dans l'ego. Quand un gars, tu vois, il trade et qu'il y a un trade qui passe et que, oui, qui passe pas, il se fait SL ou qui vient de, voilà, je te dis n'importe quoi, son trade il s'est pas déclenché, il va avoir tendance à FOMO, je pense, plus facilement qu'une femme qui va surréagir peut-être. Voilà. Alors que la femme, elle va se dire, ok, bah tant pis, je me suis fait SL, mon plan c'était... Une femme agit et l'homme réagit, c'est ça? Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais c'est pour ça que quand je dis que pour moi les femmes sont des meilleures tradeuses, j'ai pas dit qu'elles étaient meilleures que les hommes, mais pour moi les femmes sont souvent meilleures tradeuses que les hommes. Après c'est difficile à comparer parce qu'on est beaucoup moins de femmes à trader, mais souvent c'est le cas parce que je pense, mais ça n'engage que moi, que les femmes sont plus carrées et moins dans l'ego pour suivre un plan de trading, plutôt que les hommes qui vont être plus dans l'ego et qui vont surréagir suite à un SL. Mais je suis d'accord avec toi sur pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, le plus fort trader que j'ai croisé était une femme. Tu vois ? Moi aussi. Tu vois ? Et là où j'ai vraiment vu une vraie différence avec les hommes, et ça c'est la réalité, c'est dans la manière d'aborder les marchés. C'est ça la vraie différence, c'est qu'une femme va aborder ça de manière beaucoup plus posée, tu as raison. Après, bon, effectivement, le nombre d'hommes fait qu'on ne peut pas vraiment comparer, mais pour moi, une femme, globalement, ne va pas répondre aux mêmes aspirations qu'un homme, de toute façon. Une femme ne traite pas pour les mêmes raisons qu'un homme, de toute manière également. Ah bon ? Je pense pas. Bah pourquoi elle traderait alors, si ce n'est pas pour gagner de l'argent ? Bah, je pense que, par exemple, un homme va plus aimer trader ou à être attiré par le trading pour l'émotion, pour la testostérone, pour un peu le... peut-être. Alors qu'une femme ne va pas rechercher ça. Une femme, si elle va trader, elle va, je pense, avoir un objectif un peu plus concret derrière peut-être, en réalité, tu vois. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est un problème d'objectif. C'est-à-dire qu'une femme va avoir peut-être plus la tête sur les épaules tout de suite sur quel est le but de pourquoi elle trade, alors qu'un homme, il va juste commencer à trader dans un premier temps parce qu'il a vu une pub, qu'il a chauffé, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'effectivement une femme peut être plus reposée par rapport à ça. Après bon, je pense qu'il y a des très très bons traders femmes et des très très bons traders hommes. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Après bon voilà, je sais pas, moi si je devais donner mon avis, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne ressens plus aucune émotion sur les marchés. J'ai appris à me déconnecter et à débrancher totalement mon ego, qui fait que même si je suis un homme et que on n'est pas composé pareil toi et moi globalement, je n'ai plus de réaction en fait sur les marchés. C'est-à-dire que je gagne de l'argent ou que j'en perde, ça ne provoque plus chez moi d'émotion. Donc en réalité, tout ce qui faisait qu'il y avait de la différence entre l'homme et les femmes, moi j'ai réussi à le supprimer au bout d'un moment. Mais ça prend du temps. Parce que effectivement, tu dois te battre contre tes émotions, tu dois effectivement également... Moi je suis pas sûre que ce soit capable... Enfin, je suis pas sûre qu'on soit réellement capable de faire ce que tu dis. Je pense que tu peux mieux gérer tes émotions, je pense que tu peux mieux contrôler tes émotions. Je n'ai pas dit que j'étais devenu un robot. Oui, mais tu vois, débrancher mon cerveau de fait et de se dire, bon voilà, je sais que depuis 7, 8 ans, 9 ans, j'ai des positions qui vont me rapporter de l'argent et j'ai des positions qui vont m'en faire perdre, je le sais très bien, c'est devenu un automatisme pour moi. Donc du coup, en fait, j'ai automatisé ce processus qui fait que ce que je gagne ou ce que je perds, je sais très bien qu'au bout d'un moment, je vais gagner ou perdre, tu vois. Donc en réalité, j'ai plus trop d'émotions par rapport à ça et je pense que la clé pour que ce soit un homme ou une femme en réalité, pour
aller un peu plus loin dans le trading, c'est de pas forcément se dire si j'ai un résultat court terme qui est mauvais, c'est-à-dire que si j'ai un trade pas bon, je suis une merde. Non. Il faut comprendre que le trading, l'investissement, c'est pas juste un trade, c'est pas juste 2 opérations, c'est une globalité, c'est quelque chose qui va s'entendre et se considérer sur le temps long, et donc par conséquent du coup considérer aussi que les résultats présents ne sont pas forcément relatifs de votre valeur. Et donc c'est pour ça que voilà, moi je dis souvent aux gens, avec l'expérience quand même, il y a quand même moyen, tu as raison, de maîtriser tes émotions et de limiter finalement la différence que tu peux avoir entre une femme et un homme, j'ai envie de dire, de 50-50. Oui. Non, mais bien sûr. Mais après, je suis complètement d'accord. Après, je te dis d'une manière générale, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Maintenant, évidemment, quand tu es trader professionnel et que tu as une certaine expérience, tant que tu t'es instauré en fait cette discipline, je pense que les femmes ont peut-être, c'est ça en fait. Peut-être que les femmes arrivent à avoir cette discipline plus rapidement. Ou plus facilement. Ouais. Je dirais pas plus rapidement, mais plus facilement. Je pense que les femmes vont être peut-être plus disciplinées, plus organisées, tu vois, que les hommes. Mais à partir du moment où un homme a son plan de trading qui est rentable et qui se discipline là-dessus et qui ne le quitte pas, oui, évidemment, et en fait, pour moi, là, il n'y a plus de différence. Oui, c'est ça. On a parlé d'immobilier. Ouais. À part l'immobilier, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as fait d'autres choses à part ça ? Raconte-nous un petit peu plus par rapport à ça. En fait, ça nous intéresse, nos auditeurs sont intéressés par ton profil, Clémence. Du coup, j'ai commencé l'immobilier, je t'ai dit, en 2020. La crypto aussi. En fait, donc tu as commencé la crypto. J'ai commencé l'immobilier début 2020 et j'ai commencé la crypto en octobre 2020. Putain les gars, elle a commencé pendant le Covid, c'est pas mal quand même. Ouais, mais ça avait déjà bien monté et en fait, si tu veux, donc pendant le Covid, moi j'étais déjà dans l'objectif. En fait, je recevais déjà beaucoup de questions sur les réseaux sociaux de femmes qui me disaient putain meuf, t'achètes un immeuble, et puis je commençais déjà à développer mon réseau. Je connaissais des dropshippers aussi, tu vois. Donc t'as fait aussi du dropshipping, du e-commerce et tout. Ouais, j'ai fait un peu de dropshipping. T'as tout fait toi, immobilier, nanana. J'ai fait un peu de dropshipping. Vous vous rendez compte les gars ? J'ai fait un peu de dropshipping, mais je te dis la vérité, genre j'ai jamais eu une boutique qui a explosé, un truc de fou, tu vois. Ouais. En fait, moi je me calquais sur les gros, j'avais pas un gros capital. Je t'ai dit à la base, j'avais pas de thunes. Tu suivais un peu le move, en fait, j'avais pas de thunes. Donc en fait, je regardais, j'avais repéré les gros poissons, les gros marketeurs, j'avais repéré leur marque et en fait, je profitais un peu de leur pub pour avoir le même produit, sauf que je le vendais moins cher. Regardez-moi cet escroc. Elle est blonde, elle est jolie, elle a les yeux bleus, mais faut pas trop lui donner les gars. Aussi, hein, elle a un cerveau. Faut faire attention les gars. Et donc du coup, eux, ils mettaient à fond des pubs, des ads de malades, tu vois. Et moi, en fait, j'avais très petit budget, donc en fait je mettais un tout petit peu d'ads, mais du coup je pense qu'on se calquait plus ou moins un peu sur les mêmes communautés, enfin tu vois, les mêmes cibles, et donc du coup forcément quand il y a ma pub qui passait alors que eux ils étaient un petit peu plus chers, du coup je faisais mes ventes comme ça, donc j'ai réussi à avoir une boutique rentable. Maintenant j'ai jamais fait non plus. Tu as encore ta boutique? Non, c'est plus un truc que non, parce qu'en fait encore une fois la France. En fait, encore une fois, la France, c'est que ces gros poissons qui font des millions avec leur boutique, oui, forcément, ils vivent pas en France. Parce que quand tu as une boutique, tu vois, tu achètes ta marchandise, même si tu fais du dropshipping et que indirectement, tu attends que ta commande tombe, sur ton chiffre d'affaires, tu déduis déjà les matières premières ou les marchandises. Bien sûr. Ensuite, tu déduis le marketing. Ensuite, tu déduis l'imposition. C'est-à-dire que même quand tu fais. Il reste que dalle. Voilà, il reste peanuts. Ça veut dire que même quand tu fais 104 CA, il va te rester quoi? Allez, 20K, tu vois, et encore c'est beau. Donc en fait, t'es là, t'as tout le service après-vente à gérer, les gens ils reçoivent leurs commandes super longues au début, parce qu'en fait tu crées pas une marque directe, tu vois, donc au début tu fais le dropshipping, tu ramènes des produits de Chine, etc. Donc franchement, par rapport à l'énergie de travail que j'ai mis dedans, ça m'a gavé, donc ça je l'ai arrêté. Le truc c'est que en fait aussi pendant le Covid, moi j'avais déjà mes réseaux sociaux. Donc toi aussi, tu t'es aussi présente sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai vraiment commencé par les réseaux sociaux. D'accord, donc toi, ton départ, ça n'a pas été l'immobilier, ça n'a pas été la crypto, ça a été vraiment les réseaux. Ouais. Et tu faisais quoi sur les réseaux? J'ai commencé sur les réseaux sociaux le 3 janvier 2016, c'était ma première vidéo sur YouTube. Et en fait, à l'époque, donc, j'avais 23 ans. Et en fait, si tu veux, je me lance un petit peu par hasard, j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque. Et je me dis, vas-y, en fait, je faisais de la photo en amateur pour mes potes. Tu vois, je faisais de la photo, je faisais des retouches sur Photoshop, donc on m'appelait Photoche. Je faisais de la photo en amateur pour mes potes, et en fait j'avais tout le matos pour faire de la vidéo, et en fait j'avais une amie qui s'était lancée déjà sur sa chaîne YouTube, et elle qui faisait des dizaines de milliers de vues et qui gagnait très bien sa vie. Moi en fait je me disais, je fais mon CDI où j'ai une pression de fou chez les syndics de copro, tu vois, où on avait vraiment beaucoup de taf.
Et je me dis, attends, si elle, avec ses vidéos, elle a réussi à le faire, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Bien En sûr. tout cas, j'ai déjà tout le matos, autant essayer. Donc, en fait, je me suis laissé 1 an. Je me suis dit, si en 1 an, j'arrive à avoir 1000 abonnés, parce qu'à l'époque, je pensais que le nombre d'abonnés définissait ton chiffre d'affaires, or ce n'est pas le cas. Ah non, les gars. Et donc, du coup, je me suis dit, si j'arrive à avoir 1000 abonnés en 1 an, ce serait incroyable. Parce que je t'ai dit, j'avais pas confiance en moi. Et au final, la première année, on a fait 10 000 abonnés. Ensuite, en 2 ans, on a fait 100 000 abonnés, 2 ans et demi. Incroyable. En 3 ans et demi, on a fait 200 000 abonnés. Et en fait, le truc, c'est que moi, du coup, principalement, j'étais sur YouTube. Après, je me suis mis sur TikTok, mais TikTok est arrivé bien tes après. vidéos? Je faisais du divertissement. D'accord. En fait, C'était vraiment des plus conneries, quoi. Ouais, c'était vraiment plus du comique. lifestyle, du divertissement, D'accord. Ouais. Ok. Tu vois, des courts-métrages humoristiques, des trucs comme ça, tu vois. Et sauf qu'en fait, pendant 3 ans, j'ai été omnibulée par cet objectif de me dire, putain, mais Faut que je perce. En fait, je suis capable d'aller aux 100 000, je suis capable d'aller aux 100 000 en me disant, les 100 000, ça va changer ma vie? Est-ce que tu pensais que ça allait changer ta vie quand t'es... ça va changer ma vie, mais je me suis dit, ça va me stabiliser financièrement dans ce projet. Et du coup, abracadabra. Voilà, donc on est là aussi pour casser des mythes, mesdames et messieurs. C'est pas parce que t'as 100 000 abonnés que tu vas faire de l'argent. Non. En fait, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux et faire de l'argent sur les réseaux sociaux, si vous avez une grosse communauté, c'est bien, mais en fait, c'est surtout la qualité de votre communauté qui compte. Donc, il vaut mieux avoir une petite communauté, mais avec une très bonne cible sur une niche précise. Je vous dis n'importe quoi, vous allez gagner beaucoup mieux votre vie. Exemple, avec 10 000 abonnés, si vous êtes sur la thématique du sport, mais avec une audience qualifiée, plutôt que si, un peu comme moi, vous en avez 100 000, mais avec une audience qui est très variée, parce que du coup, j'avais pas une niche précise du fait que je fasse du divertissement. Et monétiser du divertissement, c'est beaucoup plus compliqué que de monétiser du sport, par exemple. C'est vraiment juste en termes d'exemple, parce qu'on pourrait faire ça, encore une fois, avec du trading, etc. Okay. Donc, du coup, je me suis pas du tout stabilisée financièrement. Alors, il y avait des mois où c'était très cool, mais il y avait des mois où je gagnais pas un SMIC. Okay. Donc, oui, c'était trop instable, en fait. Ouais. Et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où, justement, 27 ans, j'avais toujours pas investi en immobilier. Je suis partie voir mon banquier. Je lui dis voilà, j'ai ma société depuis 4 ans, 5 ans, je sais plus, tu vois. Du coup, comment. Attends, t'es allé voir les banques? Ouais, je suis allé voir les banques. T'es allé voir les banques? Attends, t'as dit moi j'ai des followers sur les réseaux, ils t'ont prêté de l'argent avec ça? Mais non, mais justement. Justement. Je suis allé voir mon banquier, mais à la base, c'était même pas pour acheter des immeubles à ce moment-là, tu vois. Moi, c'était vraiment pour acheter. Je t'ai dit, c'était pour acheter ma RP parce que à la base, tu vois, je me disais, je vais pas dépenser un loyer. J'ai pas envie de. Voilà. Tu vois, genre, je vais rembourser mes crédits et puis le jour où je revends mon appart, je récupère mes crédits. Mes loyers à moi, tu vois. Donc du coup, oui, je vais voir mon banquier, mais du coup, j'ai quand même mes bilans, tu vois. Enfin, mes bilans, j'étais en auto-entreprise à ce moment-là, mais j'ai quand même, tu vois, toutes mes déclarations d'URSSAF et tout. Et donc, du coup, il me dit, ah d'accord, vous faites quoi dans la vie? Et je dis, ouais, je fais des vidéos sur Internet. Il a rigolé, tu vois. Il a dit, non, ce sera pas possible, je suis désolée, tu vois. Donc, en fait, là, grosse douche froide. Ah oui, parce que tout l'objectif que tu t'étais donné dans ta tête, tout le truc que tu avais construit dans ta tête en mode à partir de 100 000, vas-y, j'ai commencé à investir, commencé à acheter des apparts. Rien, zéro. Et alors autant aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé, donc ça sera plus facile pour emprunter même si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais en tout cas à l'époque ça l'était pas. Oui. Et c'est sûr que en fait moi c'est un objectif que j'avais depuis très jeune d'investir en immobilier. Je t'ai dit franchement déjà depuis mes 18-20 ans c'est déjà quelque chose à laquelle je pensais, où moi j'avais fait un bac plus 3. Je pouvais continuer parce que j'étais dans une très bonne école, j'avais un gros potentiel, mais moi j'étais déjà dans l'objectif de non. Je veux bosser. Tu avais fait quoi c'était quoi ton objectif, toi, quand tu étais en cours, en études? C'était quoi ton objectif de life? Ah ouais, ok. Ouais, c'était expert comptable. Et en fait, très vite, je me suis dit, non, mais je vais investir dans l'immobilier et il faut que je profite d'être chez mes parents pour bosser, pour me mettre de l'argent de côté et me faire un apport, tu vois. Parce que sinon, j'avais pas de thunes. Mais t'avais déjà un mindset construit, quoi. Parce que la plupart des gens, aujourd'hui, qui vont nous regarder, qui vivent chez leurs parents, ils ont pas ce mindset-là. Bougez-vous le cul, hein, en fait. Il y a pas d'autre... Ce que je retiens de son parcours, parce qu'elle nous a plus ou moins tout raconté, là, vite fait, de ce qu'elle a fait, c'est que c'est une meuf qui est hyper curieuse, les gars. Et en réalité, c'est une meuf qui est hyper curieuse, qui se donne pas vraiment de limites en termes de choses qui l'intéressent. Elle veut juste des sous, en fait. Et elle se donne pas... Juste des sous. Non, mais... La grosse michto, let's go. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te donnes pas de limites dans le sens où... t'es ouverte à peu près à tout tant que toi tu t'y retrouves et tant que c'est intéressant, évidemment, tant que ça t'intéresse et que ça te chauffe. Et en vérité, moi, ce que je retiens de ce parcours et ce que je peux vous donner aussi comme
astuce, parce que au final, c'est un point commun que j'ai avec Clémence. Alors, même si j'ai fait beaucoup moins de choses. Mais n'importe quoi, gros, t'as un parcours incroyable. Oui, mais tu te dénigres de ouf parce que non, t'as un mais parcours incroyable. je veux dire, dans les domaines, moi je suis resté dans le même domaine. Toi, t'es allé dans plusieurs domaines, c'est ça que je veux dire. Je me dénigrerai jamais, certainement pas en podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça que je retiens. C'est la meuf, elle a cheminé, quoi. Elle a cheminé en mode, elle a tenté un truc. Elle a vu que ça lui a gonflé, elle a tenté un autre truc, elle a retenté un autre truc. Donc en fait, c'était un parcours, un chemin où elle a été super curieuse, super ambitieuse, et elle s'est pas trop posé de questions. Et en réalité, c'est moi ce qui m'a servi pour devenir entrepreneur aujourd'hui, c'est que oui, j'étais super curieux, mais au bout d'un moment, quand il faut y aller, quoi. Dire que t'as une opportunité qui se présente à toi, et la plupart des gens aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ont les opportunités. On a tous à un moment donné dans notre vie, je pense, une opportunité de faire quelque chose de mieux que ce qu'on a actuellement. Mais on en a même plusieurs, hein. Pour moi, il y en a, et c'est pour ça que moi je suis pas du tout dans le FOMO, parce que même si j'ai fait plein de trucs, je me dis en fait, oui, mais en fait, vraiment, le fait que t'as fait plein de trucs a provoqué le fait qu'aujourd'hui t'es tranquille, enfin pas tranquille, mais en mode t'es plus en sécurité qu'une meuf qui a rien fait depuis 10 ans. Qui se dit, bon, bah, je vais commencer à taffer maintenant sur les réseaux. Non, c'est trop tard, là. Non, c'est pas trop tard. Non, mais c'est trop tard dans le... Voilà. Non, c'est pas trop tard, si, mais... Trop tard. Non, mais on n'est pas d'accord, tu vois. Mais c'est pas grave. Oh putain, on va parler de crypto, les gars. Ouais, non, pas tout de suite. Non, mais ok, j'entends ce que tu dis. Après, je pense... Alors, moi, c'est un peu inconscient chez moi. C'est qu'en fait, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je me mets à fond. J'ai pas... Alors, je peux pas te dire que j'ai pas de peur, parce que, en fait, pour moi, la peur, elle est provoquée par l'inconnu. En fait, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas faire, ou que tu ne sais pas comment ça fonctionne, bah c'est là où tu as des craintes. Par contre, à partir du moment où tu as un plan, où on te dit, bah écoute, c'est comme une recette, si tu veux avoir tel résultat, bah écoute, tu mets d'abord ça, et puis après tel ingrédient, puis c'est... En fait, à partir du moment où tu as un plan concret de comment tu vas monter ton business, à partir du moment où tu as un plan concret où on te dit, ok, bah pour investir en immobilier, il faut d'abord que tu fasses ça, puis ci, puis ça, puis ci. En fait, tu penses que les gens se découragent parce qu'ils n'ont pas la recette, enfin je veux dire la liste de courses à faire pour arriver à quelque chose. Ça j'en suis persuadée. D'accord. Parce qu'en fait je pense que... Les gens veulent du trop simple, quoi, c'est ça que... Non, parce qu'en fait même quand t'as la recette, je dis pas que la recette est facile. Tu vois, je dis pas que la recette est facile, mais en fait c'est que les gens ont peur et les gens critiquent parce qu'en fait ils ne savent pas comment ça marche, et en fait c'est cette notion de savoir qui crée la peur chez eux. À partir du moment où tu sais... Formez-vous, les gars. Mais oui, mais en fait, tu vois, il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui sont anti-formation, genre les formateurs, c'est tous des escrocs. Mais moi, les gars, je me serais pas formée, j'en serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que tu n'apprends pas à l'école. Moi, je n'avais pas l'entourage qui pouvait me permettre d'apprendre ce que j'ai appris. Donc, en fait, je me suis pris des mentors. Je me suis dit, ok, cette personne, elle a les résultats que moi, je vais avoir dans ma vie. Comment elle a fait ? Et je vais dupliquer, en fait. C'est comme en trading, hein. Je veux dire, j'ai commencé un peu seul, et puis après j'ai vu des gens qui fonctionnaient bien. C'est pareil, c'est-à-dire que tu t'es obligé au bout d'un moment de t'inspirer un minimum de ce qui a marché, ou de regarder ce qui se passe à droite et à gauche, hein. On est d'accord sur ça. En fait, après il y a des gens qui vont préférer être autodidactes. Moi, et c'est aussi pour ça que je suis passée très vite et fort à l'action, c'est que, encore une fois, les gars, je n'avais pas la moula. Je n'avais pas la thune. Donc moi, verser 1000 € dans une formation, c'était un budget pour moi. Donc en fait, cette formation, il fallait qu'elle soit rentable, tu vois. Il fallait qu'elle soit rentable. Donc en fait, c'était hors de question. Donc en fait, l'argent que t'avais, tu t'es formé, quoi. J'ai investi sur moi, ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, si t'avais genre 1 ou 2 conseils à donner à des gens qui aimeraient, par exemple, investir en immobilier ou des trucs comme ça. Évidemment. Donc pas investir maintenant. Pourquoi se former, je veux dire se former sur eux-mêmes d'abord avant bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Après, vous avez beaucoup de contenu gratuit. Il y en a qui vont dire oui, mais on a du contenu gratuit. Évidemment, vous avez beaucoup de contenu gratuit. Formation gratuite ou pas gratuite. Après, bon, vous avez, chacun fait. Voilà, exactement. Vous avez du contenu gratuit sur YouTube. Il y a des contenus de très bonne qualité. Il y a des contenus qui sont de la grosse merde. Mais par contre, la différence, le problème sur YouTube, c'est que parfois, au niveau de la régularisation, la réglementation, ça change très vite. Les stratégies qui étaient valables il y a 4 ans en immobilier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le marché de la crypto d'il y a 4 ans n'est plus le même aujourd'hui. Donc en fait, à un moment donné, moi je pense que oui, commencez à prendre des informations avec du contenu gratuit, prenez-en au max, c'est comme ça qu'il faut commencer. Pour que vous puissiez vous faire un avis sur ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon. Et ensuite, vous choisissez un mentor en qui vous avez confiance, où vous êtes sûr de ses résultats. Et après, vous prenez un format payant si vous le souhaitez. Et là, vous vous donnez à fond. Mais moi, c'était impossible d'investir une somme et de ne pas avoir un retour sur investissement dessus. Tu sais que moi qui suis dans le trading, l'investissement, la plupart des gens qui viennent me voir,
ils n'apprennent rien, ils investissent tout de suite. Sans rien apprendre, sans formation, sans rien, tu vois. C'est ça le problème. Il y a une phrase qui dit qu'en fait, il n'y a personne qui veut devenir riche lentement. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, quand tu as un trade qui passe, tu vises toujours plus haut, tu ne veux jamais sortir, et à partir du moment où tu ne sors jamais, tu ne gagnes jamais. Donc en fait, il y a vraiment cette phrase, retenez-la bien, notez-la vous. Il n'y a personne qui a envie de devenir riche lentement. Si vous voulez devenir riche, apprenez à faire les choses step by step, petit pas par petit pas. Prenez vos gains petit à petit, même si c'est des petits gains et que votre trade il continue après derrière. C'est pas grave. Mais au moins vous sécurisez et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Moi, ce que j'aimerais savoir un peu, mais du coup, tu as parlé un peu de ta life et tout ça. Et on est à un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé. C'est le sujet un peu de... t'es en Thaïlande. Pourquoi t'as choisi la Thaïlande? On n'a pas parlé vraiment d'expatriation. Moi, tu sais que j'ai habité pendant 10 ans à Malte avant de faire le choix effectivement de me barrer. Toi, t'es arrivé quoi? Il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Ouais, il y a 10 jours. Voilà, donc c'est la première fois que je la vois, les gars. Donc, raconte-nous un peu, en gros, pourquoi t'as décidé de... Alors que tes business marchent plutôt bien, j'imagine. Du coup, j'avais plus de business, comme je t'ai dit que j'ai tout fermé. Ok. Mais l'IMO, je l'ai gardé en France, l'IMO tourne bien. Au niveau de la crypto, ça va aussi, je suis très bien. Mais pourquoi t'es parti de notre beau pays? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que la première fois que je suis venue en Thaïlande de ma vie, c'était justement il y a 10 ans. Je n'avais, encore une fois, il y a 10 ans, pas du tout investi en immobilier. J'étais vraiment au début de ma chaîne YouTube, tu vois, pour te dire. Vraiment, j'avais peut-être 150 abonnés sur YouTube. Premier voyage, tu vois, où je viens ici. Et en fait, j'ai vraiment senti une sensation de paix que je n'ai eu nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que, en fait, c'était trop bizarre comme sensation parce que je me sentais plus chez moi ici que dans mon propre chez moi que je connaissais depuis 30 ans. De la liberté, de la paix, c'est quoi? Ouais, c'était de la paix. Okay. Je pense que genre c'était un apaisement. En fait, je me rappelle d'un moment où je vois un coucher de soleil, tu vois, où en fait je suis sur ma petite guinguette, mon petit pineapple juice là, et en fait je regarde la plage et le coucher de soleil de fou malade à Koh Tao, et en fait je me dis vraiment, genre j'ai cette phrase qui vient dans ma tête où je me dis si le paradis existe, ça ressemble à un truc comme ça. Ok, tu vois. d'accord. Et en fait j'ai cette sensation de paix, je ne l'ai eu qu'ici. Après, entre-temps, j'ai eu la chance de pouvoir voyager un peu partout dans le monde. Mais et même de surkiffer aussi d'autres pays, tu vois, mais c'est pas juste du surkiff, c'est vraiment que j'ai eu cette sensation de me sentir chez moi. T'as eu ce sentiment particulier ici, quoi. Ouais. D'accord. Donc, il y a combien de temps tu m'as dit, excuse-moi? C'est à 10 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'es venu la première fois il y a 10 ans en Thaïlande. Ouais. T'avais déjà été à Koh Samui et tout, non? C'était la première fois que j'étais venue. Et en fait, même pour te dire, donc je n'avais pas encore investi en immobilier, mais comme c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, la première fois que je suis rentrée de Thaïlande, donc en 2016, je me suis dit, faut que j'achète un truc en Thaïlande. T'imagines les prix en Thaïlande en 2016? Je me suis dit, je vais acheter un truc en Thaïlande, je vais y retourner tous les ans parce que je veux retrouver cette sensation de paix tous les ans et je viendrai faire ma retraite ici, etc. Tu vois. Okay. Mais en fait, j'étais toujours un peu matrixée encore par le petit soldat du système, tu vois, parce que moi j'étais encore en mode version retraite, etc. Okay. Aujourd'hui, moi la retraite, j'y crois plus trop, les gars, je vais être honnête, donc je me la suis construite autrement. Mais tu vois, j'étais déjà dans ce truc-là, et donc du coup, je sais pas comment faire pour investir en immobilier en Thaïlande. Donc je tape sur Google, et en fait, je comprends à cette époque-là que pour en fait investir en Thaïlande, il faut se marier à un Thaïlandais. Oui, à l'époque, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça l'est toujours. Hein. C'est toujours plus ou moins le cas, mais ça c'est en train de se libérer un petit peu. Voilà, il y a des stratagèmes, il y a des façons de faire, ça dépend aussi ce que tu achètes, mais en tout cas à l'époque moi je me dis faut se marier avec un Thaïlandais, pas du tout. Désolée. Elle aime pas les Thaïlandais, les gars. Non, mais bon, chacun on coupera ça au montage, ne vous inquiétez pas. Non, je les adore humainement, mais c'est pas ma cam, voilà. Et en fait le truc c'est que je me suis dit écoute, tant pis, je repartirai en vacances un peu tous les ans en Thaïlande. Alors j'ai pas fait tous les ans, mais je suis revenue régulièrement 2-3 ans. Et puis en fait je me suis créé et construit ma liberté en France, et j'ai monté un système qui m'a permis en fait de venir vivre ici. Et maintenant aujourd'hui j'ai créé aussi un réseau qui me permet d'avoir les bonnes stratégies pour pouvoir investir en immobilier en Thaïlande, rêve que j'avais il y a 16 ans que je pensais inaccessible, donc prochaine étape. C'est-à-dire qu'en fait, le travail que tu as effectué dans le passé t'a permis aujourd'hui d'accéder à ton vieux rêve que tu avais avant. C'est ouf quand même. Ouais. C'est-à-dire que finalement, tout ce que tu as mis en place globalement t'a permis de réussir. Enfin, réussir en tout cas d'être mieux. Et donc la Thaïlande, donc c'est juste ce sentiment d'être mieux qu'en France. En fait, est-ce que la Thaïlande, ça t'a fait kiffer, mais il y a eu des raisons pour lesquelles t'es parti de France. Oui, non mais la France, alors du coup, en fait. Il y a beaucoup de gens, tu vois, quand je suis partie de la France, qui m'ont dit faut être courageux
c'est bien, t'es courageuse, tu vois. On dirait mes potes qui Non, mais parlent. vraiment, il me dit, c'est bien, t'es courageuse. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, faut être courageux pour rester, surtout. Oui, c'est ce que je leur. Je te jure, j'avais eu la même phrase il y a 10 ans quand je suis parti, quand j'étais à Malte, enfin quand je suis parti à Malte. Et les gens ils me disaient, mais tu vas où là? Mais toi, tu vas où toi? Parce que moi, je m'en vais. Et je pense que c'est la bonne solution globalement. Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens limite te jugeaient quand tu partais ou se disaient. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ça va pas marcher. Et même mes parents, je te jure, même mes parents. Hein, tu sais, et c'est toujours pareil, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu montres un cadre un peu différent des autres, on va souvent te juger. J'avoue que l'avis des autres, moi, ne m'a jamais impacté. Parce qu'après, je pense que j'ai un entourage qui est très bienveillant, qui me font confiance. Tu vois, je suis pas partie en mode à la one again non plus en Thaïlande. J'ai organisé très bien mon départ. Ils savent aussi que je suis très carré dans ce que je fais. Donc en fait, à partir du moment où quand je monte un projet, il se passe très souvent à bien, ils me disent, meuf, let's go. C'est ça les gars, tu le mérites. L'organisation, elle est super organisée, elle est super curieuse et elle a aucune limite. Et donc du coup, forcément, ça marche parce que les gens qui démultiplient les leviers pour que ça marche, ça marche. Au bout d'un moment, c'est des maths. Un domaine, 2 domaines, 3 domaines, 4, 5, 6, il y en a bien un qui va péter. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est très intéressant. Donc voilà, donc pourquoi j'ai quitté la France? Pour énormément de raisons. La sécurité, parce que j'ai rencontré des grosses dingueries en France où en fait je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont porté plainte aujourd'hui où leur plainte est allée au bout? Je me demande vraiment si là-dessus ça a marché et auquel cas ça a été au bout, en combien de temps ça a été. Donc la sécurité, je trouve que la sécurité est éclatée. La santé, j'en ai déjà parlé sur mon compte Insta, c'est éclaté. J'ai eu des problèmes de santé où j'ai été très mal prise en charge. Je paye énormément d'impôts et en fait, je pars du principe que pour un certain montant d'impôts, en fait, moi, ça me va de payer des impôts, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je suis OK avec le fait de payer des impôts à partir du moment, des choses en France, à partir du moment où le système en contrepartie, si le système, il est bien, il fonctionne. Bien sûr. C'est-à-dire que si le système, il te dit, ça m'enchante de payer des impôts parce que le système, derrière, quand j'ai un problème, je suis tranquille. Voilà, exactement. En fait, moi, je suis complètement OK avec ça, de me dire, OK, je paye des impôts, je suis complètement OK avec ça, je participe au développement du pays et à son économie, mais derrière, j'attends une certaine qualité en termes de service public, chose que je ne retrouve pas du tout, ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de justice, que ce soit au niveau de la santé, l'éducation. Je n'ai pas d'enfants, donc je peux pas me permettre réellement de juger, mais déjà, ne serait-ce que le fait qu'on ne nous apprenne pas à l'école à entreprendre financière et à investir, exactement. C'est une dinguerie. Moi, je leur dis tous les jours, les gens en live, mais c'est une dinguerie que la base de l'investissement ou pas du trading, parce que le trading, c'est encore autre chose. Gérer son argent. Exactement. Faire un budget. Mais juste, ne serait-ce que créer une entreprise, faire une déclaration d'impôt, gros. Tu vois, après, tu vas venir nous redresser pour je sais pas quoi, mais à quel moment tu nous l'as appris aussi, tu vois. Donc en fait, t'as tout. C'est à 2 vitesses en France. Oui. On va te dire, il faut que tu fasses certaines choses. Et puis en fait, on va pas te donner les outils pour les faire. Non, mais bien sûr. Donc en fait, il y a toute cette chose-là. Moi, ces 3 dernières années, j'ai vraiment senti en France, donc toi, tu l'as pas vécu parce que tu étais déjà parti. Oh putain. Mais moi, je trouve que ces 3 dernières années, je trouve que la France est énormément dégradée en termes de sécurité. Pour ceux qui me diront, je ne sens pas l'insécurité dans notre pays, elle dit n'importe quoi. Si vous êtes une nana et que vous prenez les transports seuls après 21h30, je ne pense pas qu'il y ait une seule nana, même qu'elle soit habillée je suis pas d'accord avec tranquille. Toi. Je suis d'accord avec toi sur ça, hein, bien évidemment. Mais moi, quand j'étais en études à Paris déjà à l'époque, et je suis un mec. Après 21h30 dans les transports, je rentrais des fois dans le bus de night là. Tu mets tes écouteurs, tu mets ta capuche, t'es pas bien. Je suis un mec, je t'ai pas rassuré non plus, hein, les gars. Donc après, on fait ce qu'on. Enfin, tout le monde pense qu'ils veulent, mais effectivement, je suis assez d'accord. On a des problèmes assez importants en France. Encore plus que la sécurité, l'éducation, l'hôpital, c'est un peu scandaleux. Non mais voilà, moi je trouve que ça c'est vraiment... L'immobilier aussi, c'est scandaleux. Aujourd'hui, t'es propriétaire en France, on vient dans ton appart, on change les clés, tu peux plus le reprendre, ton truc. Toi qui es dans l'immobilier, tu trouves pas ça incroyable? Mais bien sûr. C'est genre... Pour moi, cette règle, par exemple, ça montre qu'une partie des règles qu'il y a en France, c'est on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es propriétaire, on vient chez toi, un squatteur change la clé, t'as pas le droit de le virer si c'est le mois de février ou de mars. Mais frérot, même si c'est le mois de janvier qui fait moins 15 degrés, il dégage le mec. Tu vois ce que je veux dire? Non mais bien sûr. Mais après, tu sais ça... C'est une dinguerie, je trouve. En fait, il y a vraiment des trucs où on marche sur la tête. Mais après, ça, je crois que ça a changé assez récemment. Alors, tu auras toujours la trêve hivernale. La trêve hivernale, voilà. C'est scandaleux. Non, mais après, bon. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, mon appartement, pendant la trêve hivernale, il m'a pas
tient plus trop en fait. Tu vois, genre il y a des risques pendant 3 mois mon appart, tu vois. De toute façon, bien sûr, mais bien sûr, mais il y a une réglementation de toute façon en France qui et c'est aussi une des raisons qui font que j'ai quitté la France, c'est que même en termes de démarches administratives, on est hyper compliqué. Là, tu vois, j'ai voulu refaire mon permis international. 6 mois d'attente, les gars. 6 mois d'attente. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai envoyé tous les papiers. Genre, t'as une carte à imprimer, gros. Enfin, tu vois, je comprends pas trop. Il y a des trucs, même ne serait-ce qu'en comptabilité. Trop difficile, trop compliqué. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Au niveau de la préfecture, des démarches administratives, tout est hyper compliqué. Et en fait, à un moment donné, quand tu t'ouvres un peu l'esprit et quand t'as un peu la chance d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ben en fait tu te rends compte que malheureusement la France n'est pas le pays n'est pas le plus beau pays du monde, mesdames et messieurs, comme on entend sur les réseaux. Alors, tout le temps. C'est quand même un très beau pays. Oui. En termes de beauté, en termes de beauté et de paysage, mais en termes de système, on a un système qui coule et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. On a un système qui finalement gangrène la société, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, et après on finira sur ça parce qu'on n'est pas forcément là pour parler de politique, mais pour moi, on a fait des choix de société qui sont très sociaux les années précédentes, dans le passé, et en même temps, on a créé une société qui est hyper libérale, hyper capitaliste. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, on a un système économique et capitaliste. On a un pays pour moi qui est communiste. Et d'ailleurs, parmi tous les pays d'Europe, socialement, oui, tu as raison. Mais économiquement, on a le CAC 40. On essaye de faire en sorte que les entreprises les plus fortes gagnent. Et donc, du coup, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que tu peux pas avoir monté finalement une société sociale avec plein d'aides sociaux comme on a en France, et en même temps avoir finalement aussi une économie poussée vers le développement encore plus, parce que forcément, il va y avoir un écart de richesse qui va se créer à un moment, des pauvres de plus en plus pauvres, des riches de plus en plus riches, et donc mais c'est exactement ça. Non, mais en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est très malheureux, tu vois. Je donne mon opinion, elle n'engage que moi, mais en fait, je ne veux pas participer à ce système-là qui ne me correspond pas. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir parce que ce système ne me convenait pas. Si ce système te convient pas, tu vas vendre tous tes apparts? Comment? Non. Bah alors on pourrait te dire que tu en profites du coup, dans un sens, si tu gardes un peu. Évidemment que je profite des points forts de la France. Et comme je te l'ai dit, c'est que les points forts de la France pour moi à l'heure actuelle, c'est le levier bancaire. J'ai acheté tous mes biens, sauf le dernier, à 110%. 110%, ça veut dire sans apport, même pas les frais de notaire. Tout a été financé par la banque. C'est pour ça que quand tu disais oui, mais forcément quand tu as de l'argent il faut l'investir, alors oui il faut l'investir, mais moi en immobilier ça ne s'est pas passé comme ça. Bien sûr. C'est que mes 2 immeubles ils ont été financés à 110% par la banque. Il y a des stratégies pour ça, on en parlera peut-être pour ceux qui ont des questions, vous pourrez venir me voir en DM, il n'y a pas de souci. Et après il y a vraiment que mon dernier appart qui était un standing un peu plus élevé, je t'ai dit, et parce que aussi la situation économique a changé, les taux ont augmenté, le marché de l'immobilier est au ralenti, où du coup les banques m'ont demandé de mettre les frais de notaire. Donc j'ai mis littéralement sur toutes mes acquisitions immobilières 8 000 € d'apport. Voilà, il y a des choses qui sont faisables. Maintenant, effectivement, c'est pas tous les biens où vous pouvez faire ça. Vous n'allez pas lever avec 8 000 € un immeuble en plein Paname dans le 16e. Moi, je suis pas une vendeuse de rêve. L'immobilier, j'ai eu pas mal de galères aussi. T'as eu de la chance parce qu'aussi, t'as eu une époque où les taux étaient très bas. Je déteste cette phrase, je vais t'insulter, gros. T'as eu de la chance. Mais non, gros, j'ai pas eu de la chance. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a encore des opportunités. Oui, alors, et c'est des stratégies qui vont être différentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, mathématiquement, en termes de taux, c'est beaucoup plus facile il y a 10 ans d'avoir investi parce que finalement, les banques prêtaient plus d'argent qu'aujourd'hui. C'est la réalité. Je suis pas d'accord. En fait, le truc, c'est que là, je te dis, je suis d'accord avec toi par rapport à 2022, parce que 2022, du coup, en fait, t'as ce qu'on appelle, t'as les taux de la Banque centrale, mais t'as les taux d'usure aussi, où en fait, le taux d'usure va bloquer. En fait, les banques font quand même de l'argent sur les taux, c'est normal, tu vois. Quand ils vous prêtent de l'argent, etc. Quoi qu'il arrive, qu'ils soient les hauts ou bas, les banques font de l'argent. Hein. Non, pas tout le temps. Pourquoi ? Et justement, et c'est pour ça qu'en 2022, les banques ne prêtaient plus, parce que c'est une question de taux d'usure. En fait, les banques ne peuvent pas prêter comme elles le souhaitent, au taux qu'elles le souhaitent, et exploser tous les plafonds. Elles doivent correspondre à une certaine limite, sauf qu'en fait, quand cette limite est trop proche, elles ne font pas de marge et du coup, elles ne prêtent pas. Plus. Ouais. D'accord. Elles font pas d'argent, donc du coup, elles se disent c'est pas intéressant. Donc ça sert à rien de prendre des risques et de prêter aux gens si nous, derrière, on peut pas marger dessus, tu vois. Okay. Donc en 2022, c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que les banques ne prêtaient plus. Sauf qu'en fait, du coup, énorme
perte de chiffre d'affaires quand même pour les banques. Donc 2023, le taux d'usure et le taux normal, ils ont réussi, enfin, il a commencé à baisser. Donc forcément, ça a commencé à devenir un peu plus intéressant pour les banques. Donc là, les banques se sont dit, OK, on rouvre les vannes, mais par contre, on a le chiffre d'affaires de 2022 à rattraper. Donc là, les banques, elles étaient prêtes à financer de fou, mais à des taux quand même assez élevés, parce que du coup, il faut rattraper la perte de 2022. Donc ça, oui, ça c'est encore faisable. Donc effectivement, au niveau des taux, c'est la situation économique que je disais. Je dis pas que t'as eu de la chance. Non, t'as pas eu de chance. T'as provoqué tout ce que t'as eu, mais disons que le moment où tu l'as fait était opportun. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même une différence. C'est que oui, en termes de taux, c'était plus intéressant, en termes de taux seulement, d'investir comme moi j'ai investi. Mais en fait, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas pu vendre leurs biens pendant X temps. Donc en fait, psychologiquement, en fait, ils sont aussi... un peu à bout, donc en fait ils sont prêts à brader, et évidemment ça tire le prix à la baisse. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Non mais c'est exactement ça. Donc en fait, certes, tu vas avoir un crédit qui va te coûter plus cher, mais en fait ton bien immobilier tu vas le payer moins cher. Corde au cou. Donc en fait, indirectement, l'un dans l'autre, comme tu payes ton bien immobilier moins cher, mais que ton crédit tu vas le payer plus cher, en fait l'un dans l'autre tu vas le payer plus ou moins la même chose. Okay. Mais il faut bien le négocier. Ok. Tu vois. Mais toi, t'avais des contacts avec la banque pour avoir non, t'avais des... Non. Ok. Non, je suis partie voir mon banquier. En fait, je t'explique. Moi, j'ai acheté dans le sud de la France. J'ai acheté un immeuble qui coûtait le prix d'un studio dans le 7-7, tu vois. Okay. Donc, en fait, quand je suis allée le voir et qu'il a vu que j'avais un immeuble pour le prix d'un studio, il avait 20 ans d'expérience, il était choqué. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un dossier bancaire comme le vôtre. On m'a jamais présenté une opportunité comme ça. Donc en fait, il pouvait pas dire non. Okay. Parce qu'en fait, je ramène un projet très peu risqué, très grosse rentabilité, qui est complètement décorrélé des prix du marché que lui il connaît. Je récupère les clés, j'ai la renta qui tombe direct. J'avais pas de travaux sur ma première opération, très peu. Okay. Donc en fait, il était obligé de me suivre. Et en fait, quand il a vu que ça tournait, premier immeuble, il a vu que la rentabilité était là, il m'a dit ok, c'est ce qu'elle fait. Deuxième opération, je la suis. Bien sûr. C'est toujours une question aussi de confiance avec les partenaires bancaires. Hein. C'est toujours, faut savoir leur raconter une histoire déjà dans un premier temps, pas une histoire, leur raconter la réalité. Et si le projet est intéressant, en général, ils suivent. Mais en tout cas, c'est intéressant, Clémence, tout ça. Moi, j'aimerais savoir du coup, puisque la raison pour laquelle on a commencé à se parler. Faut qu'on raconte l'histoire. Non, en gros, on est obligé. Vas-y, raconte. En gros, j'étais la haters de Fab. Les gars, alors attention, elle va raconter l'histoire, mais évidemment, vu que c'est une femme, elle va déformer évidemment la réalité. Donc, en gros, globalement, je connaissais pas du tout Trading Academy, je connaissais pas Fab du tout. Je me balade sur les réseaux sociaux. On est en février 2025 et donc moi février 2025 je vends l'intégralité de mon portefeuille, je protège mon capital. Ça veut dire quoi vendre? Est-ce que tu shortes au marché ou est-ce que tu prends des bénéfices? Alors j'ai pris... Parce que c'est deux choses différentes. Non, j'ai vendu tous mes investissements. Donc ça veut dire que t'as pris tes bénéfices. J'ai pris tous mes bénéfices. Moi, je vois les graphes, donc effectivement, moi, je suis en short. Et en fait, je vois Fab qui dit le bull run n'est pas fini, les gars, etc. Ah alors certes, le bull run était pour moi, il a même pas commencé. Mais on reviendra. Non, mais MDR. Non mais ça va être incroyable, mec. Non mais c'est trop. Bon bref. Gars, en fait, vas-y. donc du coup il est en mode ne vous inquiétez pas, le bull run n'est pas fini les gars. Bye. Sauf qu'en fait moi sur les graphes je vois qu'on est en short, mais il y a rien à ce moment-là qui me montre à moi en tout cas avec mes indicateurs et mes strats qu'il faut buy, tu vois. Donc en fait, je lui réponds en mode est-ce que tu sais lire un graphe? Écoutez, la première chose qu'elle m'a dit. Bref, ça a commencé à clasher, tu vois. En fait, vraiment, ça a commencé à se clasher. Et en fait, on pouvait pas se voir. Non. Sauf qu'en fait, le marché monte, le marché descend. Donc en fait, à chaque fois que le marché remonte, il m'envoie un petit message pour venir me provoquer en mode qu'est-ce que je t'avais dit? Alors qu'en fait, 2 jours plus tard, le marché rechute. Bref, peu importe. Mais donc du coup, on était vraiment dans l'objectif. On était dans une optique de confrontation quand on s'est rencontrés, où on n'avait vraiment pas du tout les mêmes analyses sur les graphiques et du coup des points de vue très différents. Sauf que, au fur et à mesure de se clasher, on met quand même un peu d'eau dans notre vin, on se dit, bon, écoute, on a des analyses différentes, c'est pas grave. Non, mais surtout que toi, t'étais plutôt dans une optique court terme, au moment où t'étais plutôt short, et moi, j'étais toujours dans une optique un peu plus globale, sur des semaines, des mois. Moi, je suis un trader swing, donc je prends un peu plus longtemps. Moi, par exemple, si tu me parles des prix de février, pour moi, par rapport au prix de février, on n'a pas bougé.
Sur les alts. On a peut-être un peu descendu 15-20% de plus, mais globalement, par rapport au prix de février, il n'y a pas eu de dinguerie. On est toujours plus ou moins sur les mêmes prix globalement sur toutes les cryptos. Donc en réalité, ce que je te disais en février, je le pense toujours aujourd'hui. Continue. Mais... Ah, il me fume. Bon, de toute façon, alors, oui. Non, mais toi, en fait, du coup, le alors... truc, c'est que même si tu swings, moi, je pars du principe que moi, j'ai quand même aussi mes investissements. Et même en termes d'investissement, en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, il y a des niveaux à pas péter. Et en fait, il faut... la majorité des gens sur les marchés vont être piégés. Oui. Tu vois. Donc, si tout le monde s'attend à une alt season et si tout le monde s'attend à ce que le bull run se termine à la fin de l'année, les gars, ça ne se passera pas comme ça. Et si tout le monde s'attendait, mesdames et messieurs, au moment où Donald Trump a été élu en janvier, que les cryptos explosent, c'est que vous êtes des idiots, mesdames et messieurs, parce que c'est toujours pareil. Toutes les choses qui paraissent trop simples, ou en mode, ah, vas-y, on va faire un coup, il va se passer ci, il va se passer ça, à chaque fois, mesdames et messieurs, que je me suis dit dans ma tête ça, à chaque fois, ça a loupé. Je te jure, hein, c'est du 100%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois qu'il y a un scénario qui se dessine et que tout le monde le voit, en fait, c'est toujours pareil. Mais quand tout le monde voit quelque chose, ben c'est à ce moment-là qu'il faut plutôt se dire, vas-y, moi, je vais... vous savez, quand tu fais l'expression, les mouches, elles vont changer d'âne. Bon, ben moi, quand je vois que tout le monde est sur le même âne, je vais changer d'âne aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je considère que la foule se trompe. Toujours sûr, en trading, la foule est toujours en retard. En fait, c'est surtout que quand la foule arrive, c'est là où l'euphorie s'installe. C'est pas qu'elle est en retard. C'est qu'en fait, c'est là où l'euphorie s'installe et où du coup, les institutions et les traders pros vont prendre en fait leur profit, tout simplement parce qu'en fait, ils savent quand est-ce qu'il faut vendre, chose que les gens qui ont moins d'expérience ne savent pas faire. C'est pour des gens qui font vraiment du trading. Hein. Tu vois, après moi aujourd'hui, je suis plus dans une optique comme un peu toi d'investissement, mais j'ai encore des trades sur les cryptos. Mais en fait, tu vois, même moi en termes d'investissement, la seule crypto sur laquelle j'investis. Là, c'est le moment où je vais partir du podcast, je vais me lever, je vais faire genre que je suis en colère, tu vois. Non mais moi c'est une maximaliste, les gars, mais attention, elle est maximaliste depuis pas longtemps. Oui. Donc là j'aimerais savoir, parce que normalement un maximaliste Bitcoin, un mec ou une meuf qui kiffe que le Bitcoin, ça fait 15 ans qu'il est comme ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Clémence? Ce qui s'est passé, que s'est-il passé dans ta tête? En fait, moi j'ai eu donc 2 bull runs. D'accord, mon premier bull run c'était 2021, mon deuxième bull run c'est celui actuel, même si toi tu penses qu'il n'a pas commencé. Ah non. Ah ben moi je pense qu'il a très bien commencé. Sur le Bitcoin, oui, il est presque même terminé, mais pas sur les autres. En tout cas, pas sur certaines. Mais parce que ça ne se passera plus comme ça. C'est à mon sens, ça ne se passera plus comme ça. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux, ce que moi je pense sur les altcoins, c'est qu'en fait... Attends, je vise pas des fois 100. Hein. Non, mais même que tu vises pas des fois 100, mec. Aujourd'hui, pour moi, la technologie sur les crypto-monnaies, ça avance trop vite. Même Ethereum, tu me dis même que tu investis sur Ethereum. Je suis désolée, Ethereum aujourd'hui, oui, c'est un projet solide, mais on sait qu'il y a des blockchains qui sont plus efficaces que Ethereum aujourd'hui. Plus efficace, moins cher, plus scalable. Et plus rapide. C'est le projet qui a le plus Mais parce que c'est le leader du marché aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que c'est le leader du marché aujourd'hui qu'il le sera encore dans 4 ans. Et en fait, ceux qui sont positionnés sur les altcoins et qui vont dire « Ah, moi je m'en fous, vas-y, je hold pendant 4 ans », vous êtes des malades. Moi, de mon point de vue, je vous le dis, vous êtes des malades. Bon, après, moi, je vais pas holder 4 ans, hein, c'est pas mon objectif non plus. Moi, je suis quand même dans une optique de temps un peu moins grosse quand même que 4 ans. Je suis pas sur quelques semaines et je suis pas sur 4 ans. Non, mais parce que tu vois, là, par exemple, en février, tu vois, où on a la grosse baisse et que les gens, ils disent, ouais, peut-être, moi, je pense que ça va remonter, mais si ça remonte pas, je vais holder 4 ans, je vous le dis, vous êtes des malades. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a rien qui vous dit que votre projet, il va survivre. En fait, prenez vraiment l'exemple d'une récession. Vous pouvez avoir une super entreprise. Tu penses qu'on va rentrer en récession ? Je pense que nous allons rentrer en guerre. Ah, en guerre de quoi ? En guerre... Guerre mondiale ? Je pense, pas tout de suite, mais moi je pense que d'ici un an et demi, oui, il y aura plus de guerre qu'aujourd'hui, où l'Europe va prendre parti. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On va pas... On fera ça sur un autre podcast. On fera peut-être ça sur un autre podcast. Ça, bon. Bref. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, aujourd'hui... Donc du coup, t'investis plus sur du Bitcoin aujourd'hui alors, si tu penses que ça va se péter la gueule. Même si t'es maximaliste et que tu investis que sur ça. Ça dépend des niveaux. D'accord. Ça dépend des niveaux. Là, j'ai retiré mes investissements, donc je trade le Bitcoin actuellement. Donc tu fais du trading Bitcoin, pas d'investissement à l'heure actuelle. On est d'accord. Tu n'achètes pas du Bitcoin à 110 000 en spot. Non. Merci. Voyez là, je respire un peu parce qu'on a un peu des trucs en commun.
Ok. C'est-à-dire que moi, évidemment, ce que je vous ai dit, le seul trade Bitcoin que j'ai pris il y a quelques temps, c'était quand il est descendu sous les 80. Là. J'ai pris à 82, 83. Je l'ai encore aujourd'hui. C'est le seul truc que je ferai. Et j'achèterai absolument ni en trading ni en spot à l'heure actuelle. Je trouve que c'est trop tard. De toute façon, quand c'est au-dessus de 100 000, pour moi, c'est trop tard. Après, non, mais parce que toi, t'es en swing. Oui. Mais en fait, moi, je suis pas. Tu peux aller chercher sur le court terme. Moi, je vais faire de l'intraday ou du scalping. Tu vas chercher combien sur un objectif intraday scalping, toi, sur le Bitcoin? Moi, je fais du RR3. En non, général. mais parle-nous en français. Mais non, mais c'est toi qui parles. Il a pas les termes, les gars. Non, mais les gars, en fait, ça, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération XY qui arrive dans la finance et l'investissement et qui. Gros, tu me dis. Et qui ont tout un vocabulaire nouveau. Qui fait cool, hein. Ah ouais, ça fait cool. Ah mais ouais, bah. Mais ouais, le RR3, mais gros, le RR3. Explique Clémence, on va pas se mentir. Non, mais gros, les gars, c'est un trader, c'est parce que ça. Quand on investit sur les marchés, les traders, il est logique, pour moi, que tu risques moins que ce que tu peux gagner. Pour moi, en fait. Non, mais d'accord. Pour moi, c'est évident, en fait. Et bah voilà. C'est pour ça que parler, ça me paraît, genre, c'est comme si c'est les 3 premières de l'alphabet, tu vois, A, B, C. Mais alors, c'est quoi ta question? J'ai pas compris. Ben, j'ai pas de question. Mais si, tu m'as dit, c'est quoi ton. Oui, c'est quoi ton objectif quand tu vas prendre un trade Bitcoin? Et parle pas en RR, en objectif, en points, par exemple. Combien tu vas aller chercher de points sur. Mais ça dépend du graphe, mec. Ben, en général. Mais mec, moi, justement, c'est pour ça que je te pars en. T'as qu'un objectif quand tu. Mais moi, mon objectif, c'est minimum 1 pour 3. D'accord, donc tu vas... donc en fait, si le trade ne me donne pas 1 pour 3, je ne rentre pas, déjà. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément... Tu vas le faire. Que forcément, il va se déclencher. Ça ne veut pas forcément dire que... Tu peux sortir à 1 pour 2 aussi. Ça veut dire que effectivement, si je vois qu'il y a un retournement de tendance, bah, je vais sécuriser. Soit je vais monter mon SL pour être ABE. Voilà. Soit je vais prendre un TP partiel, tu vois. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est pour rentrer sur un 1 pour 1 ou 1 pour 2, c'est pas suffisant. Mais parce que 1 pour 2, je pense que quand tu fais du swing, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu fais du scalping, bah, en fait, sur les scalping, tu peux faire des RR beaucoup plus élevés qu'en swing. Donc toi, tu vas peut-être te contenter d'un 1 pour 2. Et tu vas te dire, moi, c'est OK. Après, mon 1 pour 3, il est énorme. Bah oui, et du coup, ça fait un trade qui dure je sais pas combien de temps, t'as les frais, etc. Donc toi, en fait, tu fonctionnes par ratio-risque, ce que je trouve extrêmement logique. Mais aujourd'hui, cette mode des gens du ratio-risque, les gars, je trouve ça bidon. Parce que oui, forcément, quand tu vas rentrer sur un trade, tu vas aller chercher plus que ce que tu risques. Sinon, c'est pas rentable. Comment tu gères ton journal de trading si tu rentres pas sur un ratio risque? Parce qu'en fait, tu n'es pas capable de mesurer le risque que tu prends. Ah si, mais bien sûr, pourquoi pas? Bah non, si tu connais pas ton ratio risque. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand je vais prendre un trade, je vais déjà moi avoir plusieurs objectifs. Je vais jamais avoir un objectif, je vais en avoir 2 ou 3 déjà. Donc toi tu rentres sur le Fibonacci, tu te dis à 1,618 je sors. Non. J'ai 3 objectifs. En gros, j'ai 3 objectifs de gain, 3 cibles principales. Et si tu veux, mes 3 cibles principales vont être en fonction du temps. Ma première cible, ça va être une cible assez court terme, qui va rémunérer mon risque, qui va rémunérer mon stop. Donc en général, quand je vais ouvrir ma position, si par exemple je prends un trade et que j'ouvre mon trade, en réalité, si mon trade s'arrête à mon TP1 et en soi, je mise et je vise 1 pour 1 dans un premier temps. Et c'est après, sur le TP2 et le TP3, que là, je suis à 1 pour 3, 1 pour 5, 1 pour 10. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, sur le premier objectif court terme, sur lequel où je protège mon trade et prends une partie des bénéfices, mon ratio risque n'est jamais très important parce que comme c'est un trade... Et comment tu places ton SL du coup? Ça dépend du graphe. Ok. Ça dépend du graphe, ça dépend de... En fait, tu places pas ton SL par rapport au gain que tu prends. Des fois, j'ai pas de SL, Clémence. Non. Alors attention. Je ne peux plus. Alors attention. Je ne peux plus. Alors attention. Pas de SL ne veut pas dire levier max, je laisse la position et quoi qu'il arrive, je fais rien. Attention. Pas de SL, ça veut dire juste dans la case, pas de SL fixe. Mais je sais moi où je vais le mettre. Parce que des fois, sur les marchés, ce que tu dois comprendre, et je pense que tu le sais déjà, je vais pas te faire de leçon, mais des fois, les marchés vont chercher des mèches, des objectifs, des excès, des trucs. Oui. Moi, ce que j'aime bien faire parfois, et surtout sur le trade crypto, comme c'est un marché qui est très volatile et très mécheux, voilà, pas comme moi, c'est que en réalité, je mets pas de stop fixe. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, moi je suis un trader swing, je vais plutôt regarder des graphiques en horaire et en H4. C'est ça que je regarde. Et j'ai une belle zone, j'ai un bel endroit, je vais acheter. Je ne vends jamais les cryptos.
Voilà, quoi qu'il arrive. Je suis un acheteur en spot et un acheteur en trading. Je ne vends pas les cryptos. La seule fois où j'ai vendu, je crois que c'était en 2022 pour vendre le Bitcoin à 50 000 jusqu'à 25. Mais sinon, j'ai jamais vendu. Et donc, du coup, il peut y avoir des mèches. Des mèches encore plus que sur le marché du Forex. Donc, du coup, vu que je sais que c'est un marché encore plus piégeur que les autres, mettre un stop fixe, c'est comme se mettre, j'ai envie de dire, vas-y, stop-moi en fait. Je donne tout de suite mon argent à mon broker parce qu'en réalité, mon stop fixe, il va me le prendre. Si je prends un trade Bitcoin global, si je mets un stop fixe à 500 points, il y a de très grandes chances qu'il soit touché. Donc en général, je vais fonctionner en invalidation de bougie. C'est-à-dire que au lieu de mettre un stop fixe dans la case et te faire comme tout le monde, moi je vais réfléchir en clôture de bougie. C'est-à-dire que si j'ai une bougie qui va me clôturer, qui clôture une bougie H4 sous le niveau que j'avais imaginé dans ma tête. Donc imagine, je sais pas, moi j'avais acheté à 84 à l'époque le Bitcoin, il y a le dernier trade, et mon SL c'était une bougie invalidée sous les 80-79. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais une bougie H4 validée après le lancement du trade, clôturée sous ce niveau, je serais sorti du trade. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça me permet d'éviter les mèches, ça me permet d'éviter les excès et ça me permet de surtout éviter les zones où tout le monde place ses stops. Parce qu'en général, les gens, ils placent leurs stops tous au même endroit. Et en fait, en réalité, en faisant comme ça m'évite pas mal de choses. Et alors, en réalité, quand tu commences le trading, évidemment qu'il faut un stop fixe, qu'il faut un TP et qu'il faut y aller étape par étape. Là, je te parle d'un trading peut-être un peu plus évolué. Moi, il y a déjà un truc qui me fait très peur dans ce que tu dis. Oh là là, la peur. Non, mais il y a un truc qui me fait très peur dans ce que tu dis, c'est que déjà que tu me dis tu vends jamais. Non. Et... Au marché, je veux dire, je ne vise pas la baisse. Je prends des bénéfices parfois. C'est-à-dire que je prends mes profits, mais justement, je ne vise pas la baisse. Mais si tu investis sur... Enfin, en dehors de l'investissement, si même tu trades les alts... Je trade pas les alts. Je trade vite fait l'Ethereum, l'XRP des fois, mais que de l'achat. Oui, mais il n'y a rien qui te dit que même Ethereum ou XRP... En fait, moi, c'est pour ça qu'on parlait de récession, tu vois. Je te disais, moi, vraiment... Après, moi, c'est graphique derrière. C'est-à-dire que l'Ethereum, c'est pourquoi je l'ai acheté il y a quelques semaines et pourquoi j'ai continué de l'acheter, parce qu'on est revenu sur des zones clés des dernières années, 1006, 1009, 2000, des zones qui ont déjà fait support les années précédentes, c'est pour ça que je l'ai acheté, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je pense qu'il va revenir à 8000? J'en sais foutrement rien. Mais en fait, la grande différence entre la plupart des traders et moi, c'est que je vais laisser la possibilité au marché de me donner. Tu vois, et c'est ça l'erreur principale d'un débutant, c'est que le débutant, il va prendre son bénéfice, terminé. C'est pas comme ça qu'on trade et c'est pas comme ça que j'ai appris à trader. Si, en tout cas, c'est comme ça que moi je trade. Non, parce que en fait, mec, parce que moi mais gros, quand sais-tu que le marché va pas aller 2 fois plus haut que ce que tu penses? Mais je m'en fous de genre 0,5 fois plus haut. Mais en fait, je m'en fous que le marché aille 2 fois. Mais ça, c'est la différence. Non, mais en fait, moi, je laisse la possibilité au marché de me donner plus s'il veut, parce qu'en fait, j'ai l'humilité de reconnaître que je ne suis rien face au marché et que si le marché veut me donner plus, il a le droit de le faire. D'accord, mais alors du coup tu joues au casino là. Parce qu'en fait, tu te dis, je laisse la chance au marché. En fait, moi, il n'y a pas de chance. En fait, quand j'ai un graphe, c'est en fait, j'ai mon calcul. Il faut que tu comprennes une chose. Genre, ça arrive que quand mon trade, il est bénéficiaire et protégé. C'est-à-dire que du moment où mon trade m'a donné mon TP1, que j'ai rémunéré mon risque de mon stop, et que je suis, j'ai envie de dire, le cul propre, à ce moment-là, que j'ai le cul propre, que j'ai pris une partie des gains, que tout est protégé, que je peux plus perdre. À ce moment-là, mes perspectives, elles s'ouvrent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, j'ai acheté le gold à 1620. Tu sais à combien il est le gold aujourd'hui? Il est à 3500. Est-ce que tu pensais vraiment que moi, à l'époque où j'ai acheté le gold à 1620, je pensais qu'il allait aller à 3500? Non, mais là, on parle de 2 choses différentes, mec. Bah si, parce qu'en fait, il y a trader et il y a investir. Donc en fait, il y a 3 ans, tu as investi dans le gold et tu l'as gardé. J'ai tradé dans le gold et je l'ai gardé. Parce que justement, il est parti dans les 6 premiers mois et je l'ai gardé. Aujourd'hui, je paye encore des frais. Je ne savais absolument pas que le gold allait à 3500. Mais en fait, ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que c'est pas grave. J'ai juste laissé la possibilité au marché de me donner plus parce que j'ai eu l'humilité de reconnaître que moi, je n'en sais rien. Voilà. Et donc, du moment où mon trade, il est protégé, allégé, que je ne risque plus rien, à ce moment-là, mes perspectives, elles sont démultipliées parce que j'ai déjà fait dans ma vie. Enfin, je sais pas, j'ai acheté le Bitcoin à 15 000, meuf. Est-ce que tu pensais que quand j'avais acheté à 15 000... Moi aussi, j'ai acheté du Bitcoin à 15 000. Bien sûr, mais est-ce que tu pensais qu'il allait à 100 000? Mais en fait, c'est là où toi et moi, on se comprend pas. C'est qu'en fait, moi, je te vois moins, du coup, comme un trader, mais plus comme un investisseur. Toi, tu as tes indicateurs sur les graphes où tu as tes zones, tes façons d'analyser le marché. Et en fonction de ces zones-là, le trade ne peut pas devenir un investissement? Mais ça n'a rien à voir. Enfin, moi, à mes yeux, ça n'a rien à voir. Non. En quoi le trade
ne peut pas devenir un investissement? Bah parce que pour moi, quand tu trades, déjà, un trade à mes yeux, hein, si t'as pas de SL, bah en fait, t'es en mode investissement, casino, levier. Et en fait, pour moi, c'est pas du trading, ça. Je te le dis. Bah non. Parce que pour moi, à partir du moment. Donc ce que je fais avec les gens, c'est pas du trading depuis 10 ans. Mais non, mais tu me dis que tu vends jamais. Non. Tu me dis que tu vends jamais et que t'as pas d'SL. Ça, je vends jamais. Mais tu m'as dit tu vends jamais, je vends quand j'ai sécurisé ma position et voilà, et après je laisse l'opportunité au marché. Parce que j'ai des objectifs supérieurs. Mais je place pas j'ai de pas qu'un objectif, j'en ai mais tu plusieurs. me dis mais je place pas de SL. Mais même, je t'explique, quand j'ai acheté le Bitcoin à 84, si je t'écoute, à 90, je sors. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai encore, on est à 110. Et alors? Donc, en réalité, t'as sécurisé en fait. j'ai sécurisé une partie, mais j'ai laissé la possibilité au marché de me donner plus. C'est bien de faire du trading. C'est bien de vouloir faire du trading et c'est très intéressant. Mais au bout d'un moment, ça fait 10 ans que j'en fais. Et moi, je vais te dire une chose. J'ai tout vécu dans le trading. Tout. C'est-à-dire la gain, la perte, les gros gains, les grosses pertes, les gros moments, le Covid, les cracks, tout ce qui est possible. Et même là, je trouve que j'avais pas vécu ce moment-là qui est incroyable en ce moment, ce qui passe avec l'Iran, Israël, Trump, nanana. Incroyable. En fait, d'expérience, le trading que tu nous décris, avec un stop et un TP, ne fonctionne pas. Et c'est mon expérience. Après, peut-être que pour toi, ça fonctionne. Et encore une fois, bah, bravo. Mais en tout cas, moi, le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent en trading, ça a été le moment, le déclic, et je vais te le donner, ça a été le moment où j'étais pendant le Covid. J'avais des ventes sur les indices, je vendais tout à la découverte parce que j'avais vu qu'en Chine, ils étaient déjà en train de crever. Et donc, j'avais anticipé 2-3 mois avant. Sauf que pendant 2 mois, le truc, il a pas baissé. Les indices boursiers, ils ont continué à monter. Donc, j'ai dû, effectivement, être en perte pendant un moment. Mais c'était dans le cadre de mon plan. Et puis, un jour, le Covid arrive, tout s'effondre. Je passe d'un compte, à l'époque, j'avais pas trop d'argent, entre 6 000, 8 000 à 25 30 000. Et là, en fait, ce déclic de me dire... J'ai juste laissé courir mes trades. Mais c'est pour ça. J'ai protégé une partie des gains. Attention, j'ai protégé des gains, nanani, tout était bon. Et en fait, en laissant quelques semaines la chose courir, tout a explosé. Donc, j'en suis venu d'un principe simple, c'est que je vais essayer de faire ça tout le temps. Ou en tout cas, la plupart du temps. En fait, moi, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, en trading, quoi qu'il arrive, il n'y a pas une recette miracle. Et parfois, le marché, et peut-être que tu vas le voir ou peut-être que tu l'as déjà vu, parfois le marché nécessite une autre manière de faire. Une autre manière de faire parce qu'en réalité, le marché, il n'est jamais le même. C'est ce que j'ai pu remarquer en 10 ans de trading, c'est que les marchés ne sont jamais les mêmes. Les cycles ne sont jamais les mêmes. Même si on peut se dire, ouais, mais ça ressemble à ça. Et non. Là, par exemple, ce qu'on vit en 2025, c'est... Moi, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, ça fait 8-9 ans que je fais le truc, tu vois. Donc, en réalité, ce que tu nous proposes, c'est bien pour commencer le trading. Avoir un stop. Non, c'est pas que c'est bien pour commencer le trading. Les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Tu peux pas... Attends, non, tu peux pas me dire que c'est bien pour commencer le trading. Bien. Alors après moi, je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Mais à un moment donné, il va falloir... Je laisse finir, après je vais parler parce qu'il veut pas me laisser parler. Il va falloir que tu comprennes qu'à un moment donné, le marché va changer de forme. C'est pas toi qui va changer de forme, qui va faire que toi, tu vas être obligé de t'adapter à une certaine situation. Sûr, mais évidemment. Et c'est pour ça que je te dis que, je l'ai vu avec le temps, la méthode du stop fixe, avec le temps, avec les différences de cycles qu'il y a sur les marchés, globalement, ne fonctionne pas. Et il va falloir s'adapter à un moment. Mais évidemment, mec, elle ne fonctionne pas globalement. Parce qu'en fait, si tous les traders étaient rentables, le marché ne serait pas OK. Bien sûr. Maintenant, moi, je pars du principe que c'est pour ça qu'il y a beaucoup J'adore ce débat. Non, mais c'est pour ça je pars du principe qu'il y a beaucoup de backtesting à faire. Et moi, encore une fois, c'est pour ça aussi, je le dis en toute humilité et en toute transparence, l'activité de trading aujourd'hui, ce n'est pas mon activité principale, ce n'est pas mon métier. Je le fais et Dieu merci, je suis très contente d'avoir développé ces compétences-là parce que même au niveau de mes investissements... C'est un levier en plus. Mais même au niveau de mes investissements, en fait, ça m'aide énormément à analyser les graphes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est investisseur, même en crypto ou en bourse... Même un trader est un investisseur 2.0. Mais oui. Parce que pour moi, en réalité, le trader, normalement, s'il apprend bien à trader, il va apprendre à bien investir plutôt que les autres aussi, tu vois. Il va apprendre le timing. En fait, tu vois, pour moi, les traders, je fais la comparaison avec l'IMO. Tu as les investisseurs, qui sont ceux qui font, entre guillemets, de l'investissement locatif, donc qui vont recevoir des loyers, etc. Ça, c'est des investisseurs. Ils ont des rentes qui tombent, ok ? Et les traders, moi, je les vois comme plus des entrepreneurs, parce que pour moi, c'est comme en immobilier, ceux qui font de l'achat-revente de villas. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, c'est pour ça que
tu vois, je te dis oui, des traders, c'est des investisseurs 2.0. Je comprends. Moi, c'est vrai que je suis un peu dans le milieu. En fait, moi, pour moi, que tu disais tout à l'heure, tes swings, mais un peu long terme aussi, tu vois, genre. En fait, pour moi, c'est pour ça que je pense que tu utilises les compétences que tu as acquises au niveau du trading pour faire entre guillemets de l'achat-revente, mais en position plutôt long terme, tu vois. Ou du coup, voilà, quand tu dis ouais, moi, je suis ok de laisser. Au final, on est d'accord. T'as raison. Non mais je suis d'accord, mais c'est juste qu'en fait c'est au niveau du terme où on se comprend pas. C'est qu'en fait, pour moi, ça, ce que tu fais, c'est bien, c'est optimisé. Je trouve ça cool. C'est pas du scalping. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout aux personnes qui commencent évidemment à trader. C'est dur. C'est dur, mais déjà c'est dur parce qu'il faut que tu sois sur les graphiques. Et c'est ce que je dis la plupart du temps aux personnes qui me rejoignent, c'est que déjà dans un premier temps, essaye d'apprendre le trading en prenant 1 ou 2 positions par semaine. Plutôt que 5 par jour. Parce que si t'en prends 5 par jour, à moins que tu sois très doué, le compte il finit à 0 en moins de 2 mois. Après, je peux pas te laisser dire que le fait de mettre un SL fixe, ce n'est pas une stratégie rentable. Alors évidemment qu'elle n'est pas rentable. Parfois non. C'est tout ce que j'ai dit. Parfois, il faut s'adapter et c'est plus difficile de trader comme ça. Mais de toute façon, pour moi, le fait de mettre un SL, c'est même pas une stratégie parce qu'en fait, ça ne correspond à rien. Tu vois, de mettre un SL, c'est pas comme ça que tu te dis, vas-y, je repère mes zones. Enfin, tu vois, c'est juste que tu limites ton risque. Donc, à mon sens, c'est même pas une stratégie de mettre un SL. Non. Mais après, pour moi, tu peux pas te dire, ouais, mais à partir du moment où vous mettez des SL fixes, vous pouvez pas être rentable. Non, j'ai pas dit ça, Clémence. J'ai juste dit, si tu veux, que finalement, à un moment donné dans ton trading, tu verras que cette manière de fonctionner est limitante, est limitée par rapport à certaines phases de marché qui vont te demander de l'adaptation. Ah bah c'est sûr. Voilà, donc après, tu verras, et je pense que vous pouvez commenter du coup, puisque là on a vraiment les arguments des deux. Encore, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous pensez que... Mais de toute façon, je suis une femme qui parle d'argent et de trading, donc la majorité des commentaires, ça va dire elle dit que de la merde. Je le sais déjà. Non, les gars, montrez-lui que la Trading Academy est une communauté bienveillante. Soyez bienveillants, parce que je sais que vous êtes bienveillants. En plus, il n'y a pas beaucoup de femmes dans notre communauté, donc prenez-en soin, s'il vous plaît. Non, en vrai, après, tu vois, c'est de la littérature, ça. Je sais pas si c'est de littérature. Le philosophe. Mais je veux dire, bon. Non mais c'est pas ça qui fait pour moi que tu vas être gagnant ou perdant. En fait, désolé, c'est pas ça. Pour moi, ce qui va faire que tu es gagnant ou perdant, c'est l'angle que tu vas aborder sur les marchés, ton money management. Après, la manière de faire, l'indicateur, la taille du stop, c'est pas ça qui fait la diff pour moi. Écoute, moi je pense qu'à partir du moment où toi t'as un plan de trading qui fonctionne pour toi. En fait, c'est ça. Il faut que tu te trouves toi-même. Mais que tu trouves. Donc en fait, c'est ça. C'est que si t'as ton plan de trading qui est bon pour toi et qui est rentable pour toi, bah en fait, tant mieux. Ce que je dis souvent aux gens, c'est de se trouver soi-même qui est important. Et peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ton activité, peu importe ce que tu fais, se trouver soi-même, c'est être à l'aise avec ce que tu fais, comprendre ce que tu fais. Parce que la plupart des gens qui investissent aujourd'hui ou qui tradent, ils ne savent même pas ce qu'ils font. La plupart des gens qui achètent de la crypto, ils savent même pas ce que c'est le Bitcoin, même pas ce que c'est une blockchain. Et c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, c'est ça moi le plus important. C'est ce que je dis souvent aux nouveaux, trouvez-vous vous-même. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire avec vous-même, avec votre ambition, avec votre vie et votre profil psychologique. C'est très important en trading. Le mec qui sait pas ce qu'il fait sur le marché, il sera jamais bon. Il peut me suivre et que je sois bon ou mauvais, il sera mauvais de toute façon. Parce qu'il s'est pas trouvé lui-même. Donc effectivement, là où je comprends ce que tu dis, c'est que oui, c'est ma méthode à moi. C'est là où moi je me suis trouvé. C'est là où moi j'ai fait de l'argent. Après, est-ce que c'est la méthode où tout le monde va faire de l'argent? Évidemment que non. Parce que moi, psychologiquement, je fonctionne comme ça. Il y a des gens, regarde Rémi, il est très court terme et il va plutôt profiter des moments très très court terme. Moi, quand il fait ces trucs-là, je regarde même pas. Et quand il me dit, j'ai fait un TP, je rigole. Parce que du coup, son TP, c'est 30 points. Ok, c'est ta méthode. Mais en fait, on s'en fout que ce soit 30 points. C'est une méthode qui lui va. Oui, mais c'est une méthode qui lui va et qui est bénéficiaire. En fait, Rémi, moi, donc je sais pas, je pense que vous l'avez déjà vu sur sa chaîne. Donc on se comprend assez facilement sur nos analyses parce que souvent on a les mêmes zones. En fait, on n'a pas forcément les mêmes indicateurs, mais souvent on a les mêmes zones, donc on se comprend assez facilement dessus. Mais en fait, moi, je m'en fous que ce soit 30 points, mec, parce qu'en fait, moi, le gain que je fais, il se fait par rapport au SL. Bah oui, sûr. Donc en fait, si je mets un SL serré et qu'on prend 30 points, bah moi je peux faire derrière un beau billet, tu vois. Oui. Donc en fait, ça n'a 30 points. Mais pas tu vois, par exemple, quand je mets un stop fixe, mon stop fixe, je le place pas en question de ça. Je le place en question, c'est graphique. C'est le graphique qui place mon stop, c'est pas mon RR.
Et après, une fois que mon graphique, mais moi aussi, c'est le graphique qui place mon. le graphique, il a décidé de mon stop, plus ou moins. Là, je vais faire mon RR. Mais moi, c'est aussi le graphique qui place mon SL. Mais justement, c'est aussi en fonction de dans quelle zone je veux TP. Est-ce que mon point d'entrée, il va être déclenché ou pas? Parce que si ça ne correspond pas à mon RR, c'est toute une Donc, question de t'es calcul. plus en trading, t'es plus une scalpeuse, quoi. Ouais. Intraday, quoi. Intraday scalping. Alors, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des gros RR, justement. Donc, des grosses rentabilités en scalping. C'est plus dur. En fait, c'est plus dur d'analyser le marché. C'est plus dur d'avoir la vivacité de se positionner en scalping. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des gros RR en scalping qu'en swing. Mais là, tu vois, par exemple, en ce moment, bah oui, je te l'ai dit, moi en scalping, ça va être beaucoup plus facile. Je calcule mon ratio risque sur le gold de 1600 à 3000 à 3300. Non, mais il en peut plus de son gold. C'est de l'investissement, mec, que t'as fait. C'est de l'investissement optimisé avec des compétences de trading, je te l'accorde. Mais tu vois, pour moi, à partir du moment où t'as pas passé de SL, où en fait, tu n'as pas des gains qui se remportent par rapport au SL que t'as placé, pour moi, c'est pas du trading. D'accord. Tu vois ? D'accord. C'est plus de l'investissement du coup. Ouais, moi je le vois comme un investissement optimisé avec des compétences d'analyse technique où tu vas avoir ta méthode et moi je le vois comme ça, tu vois. Et mais c'est cool aussi, tu vois. Oui, carrément. À partir du moment où de toute façon tu gagnes de l'argent, tu as ton plan, tu le suis, c'est tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le plus important, c'est de se trouver soi-même, de comprendre ce qu'on fait, encore une fois, et parce que moi, tu vois, par exemple, les moments où je comprends pas, où je comprends plus, c'est les moments où je suis en dehors du marché. Parce qu'il y a des moments où forcément, je sais pas, Grand Manitou, des fois je passe à côté. Regarde, par exemple, il y a 2 jours, Trump qui crée une guerre, l'autre, il envoie de l'avion, puis derrière, il fait la paix, les marchés, ils baissent, ils montent. Oh, tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est important ce qu'on a dit là parce que ça te permet de prendre du recul. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive sur le marché, ce qui est important, c'est de trouver ce qui vous va. Évidemment, c'est ça. Je suis d'accord. Et malheureusement, ce que je peux dire, c'est que trouver ce qui vous va, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que ce qui va à moi ne va pas forcément aller à la demoiselle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'on vient de prouver là en parlant. Au final, il n'y a pas de problème, tu vois, qu'on ne soit pas forcément du même avis. Que bon, vous savez, après, avec le temps, hein, les gens, il faut... On verra plus tard pour convaincre les personnes, les gars, mais on va y aller étape par étape. Mais voilà, et donc ton trading, hein, moi ça m'intéresse un peu. Donc toi, tu traites que le Bitcoin. Je vais trader les alts aussi. Non mais en fait, attendez les gars, elle a pas dit qu'elle était maximaliste. Non mais en fait le truc c'est que moi je te dis en termes d'investissement, je suis uniquement sur le Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi, on en revient, j'ai pas fini encore cette métaphore, mais en fait, je pars du principe que, imaginons, on est en récession mondiale. T'as des entreprises qui viennent d'arriver, c'est des projets, des entreprises avec des projets incroyables. Tu ne sais pas. En réalité, même que le projet soit incroyable, même qu'ils ont une super communauté, une super levée de fonds, tu ne sais pas quelle entreprise va survivre à la récession ou pas. Mais quelle récession, Clémence ? Mais attends, laisse ça finir. Donc en fait, je pars du principe que quand on est en bear market, et pour moi, il y aura un bear market, même si tu penses qu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas. J'ai jamais dit ça. Non, en fait, elle est forte parce qu'elle te fait dire des trucs que tu n'as jamais dit. Non, parce que toi, tu me dis le bull run, il n'a pas commencé. Bon. C'est pas parce que j'ai dit que le bull run n'allait pas commencer qu'il n'y aura pas de bear market. D'accord, peu importe. Mais voilà. Moi, tu vois, genre, juste pour dire, en bear market, vous pouvez pas vous dire je hold mes altcoins pendant 4 ans parce que même que le projet il soit top. Il peut aller à zéro. Regarde le top 10 crypto en 5-10 ans, il a beaucoup changé. Non, mais c'est plus le même. Ce n'est plus du tout le même. Oui. Donc, de toute façon, les gars, je partais du principe que vos altcoins, même que ce soit un projet au top dans lequel vous croyez une super innovation, probablement, il y a des chances qu'elle ne survive pas. Jamais. Non, mais il y a des chances qu'elle ne survive pas au bear market, donc elle ne retrouvera, peut-être elle va aller à zéro et elle va disparaître, ou alors peut-être même si elle survit, elle ne retrouvera peut-être jamais les niveaux qu'il y a actuels. Jamais peut-être les niveaux de 2021. Toi, tu penses que du coup, les prochains bull runs seront moins importants en termes de hausse que les derniers ? Et pourquoi ? Si oui. Je ne sais pas si les derniers bull runs seront moins importants en termes de hausse. Donc attends, moi ma question elle est là. C'est quand tu regardes les alts aujourd'hui, tu considères qu'il y a eu un bull run déjà sur les alts ? Oui. Bah oui, mec, moi j'ai fait des fois 12, j'ai fait des fois 11. On n'a pas les mêmes alts aussi, du coup, les gars. Non, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes alts, c'est qu'on n'a sûrement pas les mêmes entrées. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, XRP, je suis rentré à 0,60, on est à 2,50, j'ai pris une grande partie de mes bénéfices, mais je pense qu'on va aller à 4 ou 5. Et donc, je pense que là, une partie des bull runs n'est pas encore faite. Alors, non, mais parce qu'on va avoir une baisse de taux aussi. non, mais attends, tu vois,
on part en vrille là. Tu ne dis pas du tout la même chose, gros. Pourquoi ? Tu me dis le bull run n'a pas commencé Non. et après tu me dis il reste une partie du bull run. Alors oui, Ouais, je pense qu'il reste une partie du bull run. Je pense aussi. Mais ne me dis pas que le bull run n'a pas commencé. Ah, en fait. ok. Je vais modifier, mais c'est vrai que je pense que sur certaines haltes, il a pas commencé. Parce Tu vois que je pense qu'il y a certaines haltes Qu'elles qui ne sont mortes et qui ne mais qui ne le font font jamais. voilà, qui ne retournent peut-être. pas à leur ATH de, Alors, ça, on est de 2021. ça, on est d'accord. Là, il n'y a Voilà, aucun tu vois. problème avec ça. Mais tu vois, quand tu me dis que le bull run n'a pas commencé sur les altes alors que Solana est à x15. Pour moi, ETH, il a pas commencé le bull run. Mais parce que ETH, c'est Terminados Pipos. Non, non, je rigole. Ah, C'est les pas- gars, Non, je en rigole. commentaire, est-ce que vous pensez Non, que je rigole. ETH c'est Terminados Pipos, sachant que je pense Non, qu'il y je a rigole. beaucoup de gens là ici qui nous écoutent qui en ont, les gars. Non. Commentez-moi ça. Et les gars, je veux qu'il y ait de l'ETH partout dans les commentaires, Non, s'il vous plaît. mais en fait, le truc, c'est que je dis pas quand je dis ETH et Terminados Pipos, c'est qu'en fait, Bitcoin les gars. maximaliste, moi je suis ETH maximaliste. Non mais en fait mec, je t'explique. En fait, il y a une question aussi de proportionnalité entre le montant de la capitalisation du projet et ce qui est possible d'atteindre. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, ETH c'est déjà une des plus grosses capitalisations. C'est vrai. Comme Bitcoin, c'est l'une des plus grosses capitalisations. Bien sûr. Donc forcément Pour aller plus haut, il faut du lourd. Bien il sûr. faut du très lourd. bien sûr. Donc en fait, la performance que ETH a fait en 2021, il ne refera pas la même performance sur les prochains bull run, tu vois. Donc, retenez bien ce qu'elle vient de dire. L'ETH ne fera pas la même performance. Donc, pour toi, l'ETH ne va pas aller à 6 000 $. Si, je pense qu'il peut le faire. Bah alors, Mais alors bah, ce serait la même, beaucoup plus. Du coup, Ben s'il non, fait- n'importe quoi. Au dernier cycle, ETH, il était à 250 $, il est monté à 5000. Ah, donc tu parles du pourcentage. Bah oui, D'accord, oui. excuse-moi. Moi, je te parle de la performance. D'accord, En ok. termes de Tu parles performance. pas de la finalité, tu parles de combien il a pris sur. Oui, Ok, voilà. d'accord, je comprends. Moi, je te parle de la performance. Très Donc, bien. forcément, quand il a fait de 250 à 5000, je te laisserai faire le calcul, je l'ai pas en tête, mais je pense que c'est au moins 1 fois 40, tu vois. Ouais. Bah, Ouais, du coup, ok. là, tu vois, il était à quoi? Il était à 800. Bah, s'il fait Il était à un 800, il fait était un à 800, 4000. voilà. S'il fait un 800 tout 6000, c'est même pas 1 fois 10. Ok. Donc, tu vois, en termes de performance, pour Ok. moi, ETH, quand je dis c'est Terminados Pipos, Oui. on n'aura plus le Voilà. ETH à On- x40. Entre guillemets, elle aime bien lancer des punchlines, mais elle se calme quand même un petit peu la meuf, hein, tu vois. Non, genre- c'est Non, mais- non, j'argumente mes propos. En tout cas, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de recevoir Clémence dans ce podcast. On a vu tous les sujets avec toi et on se retrouvera, j'espère, dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous mettez des stops ou si vous pensez que le TH n'ira, en tout cas que c'est finito pipo. Non, mais Les gars, elle a dit que il- c'était il en- finito pipo. il dit ça. en rajoute des tonnes. Il en rajoute Ouais. des tonnes. Je suis comme elle en fait, j'essaie de... Non, écoute, c'était un plaisir de venir. Bon, je pense que vous l'avez compris. On est irréconciliables, Non, en fait, vous l'avez compris, on s'entend super bien. Après, on a aussi, mais quelques du coup, différences. on a des oppositions de points de vue, mais du coup, je trouve que ça en fait un débat intéressant. Bah, Donc, dites-nous si c'était intéressant comme podcast. dites-nous si vous avez kiffé dans les commentaires et effectivement, si vous avez kiffé, on reviendra débattre et on montera sur l'octogone une deuxième fois avec grand plaisir. Merci, bye bye.